Et bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, vous m'avez reconnu avec mon bob exceptionnel, c'est évidemment le roi crapaud. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'être avec un ami à moi de très longue date qui s'appelle Mathieu. Et Mathieu, vas-y, je t'en prie, présente-toi en quelques mots en tout cas. En quelques mots, je m'appelle Mathieu, j'ai 26 ans tout récemment et du coup, avec Romain, on se connaît depuis un moment. Ça va faire 13-14 ans, un truc comme ça. Alors, Non, un justement, peu moins peut-être. c'est la première question que je pose à tout le monde qui est est-ce que tu te souviens quand et comment nous nous sommes rencontrés? Alors, ouais, je crois, c'était... du coup, quand je suis arrivé en troisième, C'est du ça, ouais. coup, on avait quoi, 14 ans, un truc comme ça. Alors, je sais plus quel âge on a en troisième, pour être Un honnête. truc dans le genre, Ouais, quoi. genre 13-14 ans, je pense. Et du coup, je suis arrivé et je suis devenu pote avec un ancien pote à nous, Benjamin. Ouais, Et j'ai souvenir d'un truc où juste, t'étais pote avec lui et à une pause, il nous introduit. Il y avait Tristan aussi, je crois. ouais, ouais, Genre un c'est truc ça. tous les quatre. Ouais, c'est ça, classique. Alors moi aussi, j'ai plus tous les détails, j'avoue. Je sais juste qu'en effet, c'était en troisième, donc ça veut dire qu'en gros, ça fait 8, 3, 4. C'est correct. Euh, donc voilà, ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on se connaît. Et donc, bah voilà, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, non pas comme tout le monde, mais tu fais partie des gens à qui évidemment j'ai proposé ce podcast. Tu as gentiment accepté. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le décor habituel, pardon, pour des raisons évidentes C'est du domicile. de logistique. Voilà, le podcast peut se déplacer jusqu'à chez vous, si tant est que vous habitez pas à Lille. Ça fait un peu loin. Avant Lille, depuis Marseille, c'est OK. Bref, donc on va passer très certainement 1h30, 2 heures ensemble. Et comme toujours, j'en profite pour vous rappeler que si vous écoutez ce podcast, vous pouvez intervenir dans le chat pour poser les questions que vous avez envie de poser à Mathieu. Et puis, sinon, moi, je vais dérouler ma liste de questions que j'ai, comme pour chaque intervenant. N'oubliez pas aussi, si vous voulez soutenir le podcast, de follow, lâcher un like, un commentaire, de repartager, etc. Pareil sur Spotify, YouTube, partout où vous voulez, ça me fera un grand soutien. Allez, sans plus attendre, on attaque directement dans le vif du sujet. Donc la question que je pose vraiment à tout le monde et qui est souvent la plus longue, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, sachant que c'est à toi de voir où tu veux commencer, où ça te semble le plus pertinent. Il y a eu des intervenants qui ont commencé à l'école maternelle, d'autres qui ont commencé en post-bac pour Ok. la description de leur parcours. Donc voilà, fais-nous une petite rétrospective de ce qui te semble pertinent. Alors, mon parcours, quand est-ce que ça devient pertinent? Je veux dire, grosso modo, en école primaire. Non, bon, Ok, pertinent, ok. on va passer les 5 ans en 4 secondes, mais en gros, j'étais bon élève et j'avais déjà un truc pour les sciences. Ok, Et donc déjà au primaire. déjà en primaire, ouais, c'était. Un truc, c'est genre t'aimais bien ou un truc, c'est genre. Je me débrouillais bien et j'aimais bien. Ok, Et c'était plutôt orienté maths que bio, mais globalement les sciences, tu sais, quand t'es petit, tu regardes le ciel, les ouais. planètes, tous les trucs, enfin bref, tout ce côté-là, quoi. Au collège, grosso modo, ça a continué dans la même vibe, avec du coup vachement orienté, c'est plus maths et physique qui me faisait triper. Attends, juste, je fais une parenthèse pour tout le monde. On y reviendra sûrement plus tard, mais en primaire, t'étais pas encore au Ouais, fauteuil. j'étais pas en fauteuil, je croyais que t'allais dire autre chose, j'étais pas, donc là, en ce moment, là, on fait le podcast dans le sud, et j'étais sur Paris à l'époque, Aussi, et aussi. j'ai commencé le collège du coup à Paris, Ouais. où donc, ouais, voilà, maths physique, rien d'extraordinaire à part ça, à part que mon parcours se destinait plus vers ces deux trucs-là. Et en troisième, du coup, je déménage dans le sud, et c'est là que j'arrive, et que Dans la capitale. dans la capitale Bouc-Bel-Air, et c'est là qu'on se rencontre du coup au passage. Et bon, voilà, collège, rien de spé à part ça niveau parcours. Ouais. Lycée, c'est là que le bordel arrive un peu. Donc en gros, j'ai les soucis de santé qui sont arrivés au moment du collège et je suis passé en fauteuil, grosso modo, en arrivant au lycée. Ouais. J'ai fait ma seconde à peu près normalement. Et à partir de la première, en gros, donc je suis allé en première S. Donc c'était toujours à fond, c'était maths physique qui me plaisait. J'étais un peu bon partout, mais c'était vraiment les deux qui se détachaient du lot.
Mais bon, c'est une période où j'étais un peu moins à fond dans l'école aussi. Bon, j'y allais, je faisais ce qu'il fallait faire, quoi. Ouais. Et donc ma première, je fais les quelques mois, je vais pas des masses en cours et je vais pas en cours, je me fais hospitaliser genre à partir de février jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, alors je passe quand même, c'était l'année du bac de français et du TPE. oh putain, et du TPE. Et du coup, je passe mon bac de français à l'hosto et mon TPE constitue. Ouais, c'était à l'hosto ? Ouais. Ah, je me souviens pas, je croyais que tu l'avais passé Après, ici. ah non, je l'ai passé. J'avais juste quelques cours de français à l'hosto et on m'a débarqué en mode bah vas-y, passe le bac. Ah ouais. Et, Ok. et du coup, bon, alors ça a été, mais du coup, l'année d'après, on m'a dit qu'il fallait refaire une première parce que j'ai juste eu quelques cours de français à l'hosto pour passer le bac et le reste, j'ai pas eu du tout. Ce qui est quand même, en vrai, quand on y réfléchit, aberrant. Oui. Genre, bon, je veux dire, t'es en S, Ouais, t'as non, réussi, t'as succédé le bac de français et ils te disent, faut refaire. Ouais, mais bon, tu sais, ils étaient en mode, bah du coup, il m'a manqué quelques mois de maths, de physique, etc. Oui, Si t'arrives en terminale, ça va être trop galère. Du coup, je me retape une année de première, mais avec quelques matières en moins. En fait, français en moins, c'est tout, je crois. Mais c'est déjà pas mal. J'étais pas méga fan du français non plus. Et en première, c'était juste ça. Et ensuite, la terminale. Et en terminale, en gros, à cette époque-là, j'avais pas mal de trucs qui s'appellent des hôpitaux de jour. Donc, je passais X journées ou demi-journées à l'hosto pour des soins dans la semaine. Et souvent, c'était 3 journées ou demi-journées. Et du coup, j'allais en cours que 2 jours par semaine, en général. Et sachant que j'avais quelques cours à domicile aussi. Et du coup, on me dit, pour le bac, ça va être trop galère de tout faire en un an. Donc, tu passes la moitié des épreuves une année et l'autre moitié l'année d'après. Et du coup, j'ai fait mon bac en 2 ans encore. Et donc, bac S, spé maths. J'ai pris spé maths, j'étais maths physique. Les deux, je kiffais bien. T'avais fait lesquelles de matière la première année au bac et lesquelles la deuxième année ? Oh putain. Première année, j'avais maths, philo et un troisième truc. Peut-être l'anglais. Ok. Je crois l'anglais. Et du coup, deuxième année, j'avais SVT, physique, histoire. Et je sais pas ce qui reste. Ah non, espagnol. Ouais, espagnol, c'était la deuxième année, je crois. Ouais, mais bon, bref. à peu près réparti comme ça, quoi. J'avais fait les maths d'abord parce qu'on m'avait dit il faut faire le programme de maths avant celui de physique. Et du coup, en mode si t'as pas certaines connaissances en maths, tu vas galérer en physique quand il y a des dérivés, quelques équations vite fait. Je m'en souviens même plus qu'on faisait ça en physique en terminale en termes de programme. Ouais, à la fin, genre sur petite partie, quand c'est les trucs de la gravitation, les trucs du mouvement, t'as vite fait des équatifs, mais bon, enfin. Ouais, tranquille. Oui. Ok. Et donc ça conclut le lycée. Et donc mon bac se passe très bien. Et arrive à qu'est-ce qu'on fait après le bac. Ouais. Donc idéalement, moi j'avais ce truc depuis que j'étais petit, pendant longtemps, genre le métier d'ingénieur, parce que j'avais des ingénieurs autour de moi. J'ai un cousin qui est ingé, mon père bosse dans un milieu d'ingé, etc. Et donc quand tu veux faire ingé, c'est bac, spé maths, prépa, école d'ingé, blabla. Mais le truc, c'est qu'à ce moment, j'allais encore pas beaucoup en cours. Et du coup, prépa, on m'a dit, prépa en venant 2 jours par semaine, ça va être un peu tendax. Du coup, j'avais pas trop cherché plus, j'étais en mode, ok, prépa, c'est mort. Et au final, on me dit juste, qu'est-ce que t'aimes faire? Des maths, ok, go en fac de maths. C'était assez bête et méchant. Et petite galère, on me dit en gros, la première année à la fac, c'est maths, c'est mélanger maths, physique, informatique, avec une dominante maths. Mais bref, c'est un peu mélangé. Et du coup, c'est des un peu plus grosses promos, parce qu'il y a des gens qui viennent pour la physique ou pour l'info ou quoi. Ouais. Et c'était galère que je vienne en présentiel sur place, comme tout le monde. Ok. Et du coup, on me dit, première année, fac, pas de souci, mais c'est à distance. Donc j'étais en téléenseignement, j'étais novateur. Je me souviens même pas trop des détails. Ok, la première année, tu l'avais fait quand? Que à distance, ouais, je recevais des paquets de 40 pages de cours. Putain, je pensais que dès la première année, tu y allais déjà. Non, première année, j'étais à la maison. Du coup, c'était un peu bizarre aussi parce que t'es pas motivé des masses. Enfin, tu fais le truc et tout, c'était cool, mais bon, t'as pas un prof qui t'inspire ou quoi que ce soit. Ouais, bien sûr.
Et en plus, du coup, je devais faire un peu des trucs qui m'intéressaient moins, genre de l'info. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait des sites, c'était l'année où tu étais venu, qu'on avait fait des sites. Ah, mais oui. Ouais, des trucs à la Mais con. oui, on devait faire un site internet. Et c'est ça. quel scandale ce qu'on avait fait. On Et- n'avait pas trop respecté. Et pourtant, ça avait bien marché, apparemment. Mais du coup, cette année-là, à distance, c'est cool. Genre, je m'amuse, les maths, c'est cool, mais voilà. Et à la fin, examen de fin d'année, blabla. Et ça se passe bien, très bonne note. Et du coup, deuxième année, on me dit, bah là, c'est des promos que de maths. Il y a un tout petit peu d'infos, mais c'est quasiment que des maths. Et du coup, on passe d'une promo de 150 à une promo de 40. Et là, c'est bon, tu peux venir sur place. Donc, c'était à la fac d'Aix à Montperrin. Et du coup, deuxième année, j'y vais. J'y vais. Et du coup, c'était là que j'ai mes premiers cours du supérieur avec un prof en face, quoi. Ce qui est déjà plus intéressant qu'à la maison à lire des papiers. Tu m'étonnes. Et là, c'est grave cool. Enfin, ça me plaît bien. Alors, le seul truc, c'est que l'année d'avant, en téléenseignement, ils te font aller un peu plus loin que ceux qui sont sur place. Et du coup, tu arrives et en fait, tu connais déjà une partie du programme. Donc, tu te fais un peu chier. Mais bon, ça se passe, c'est intéressant et tout. Mais bon, je reste un peu sur ma faim. Enfin, sur des trucs, je bosse encore de mon côté et tout parce que y a pas mal de notions. Je vais un peu plus vite que ce qu'on fait à la fac. Et aussi, j'ai un prof qui me marque pas mal. Donc, c'était Monsieur Charpentier, qui était un prof qui enseignait un lieu de maths quelconque, mais avec qui je parlais vachement de trucs qui n'étaient pas du tout le contenu du cours. Et du coup, vachement stimulant de parler d'autres choses, plein d'autres choses qui te font rêver, des gros mots de maths que tu entends au loin, et voilà. Et là se passe un truc un peu inattendu. J'ai une pote qui a rien à voir avec le milieu scientifique ou quoi, qui elle est en littérature, et qui me parle vite fait que des fois, pour s'amuser, elle regarde les sujets de concours de l'ENS. Et là, déjà, j'apprends ce qui... C'était qui ? C'était Anna. Bon, une pote à Montpellier que j'avais rencontrée à l'hosto. Mais du coup, qui me parle de ça. Et donc, à l'époque, comme pas mal de gens, je sais pas ce que c'est que l'ENS. Donc, l'ENS, c'est École Normale Supérieure. C'est des écoles qui sont faites pour former des chercheurs ou des profs du supérieur, en gros. Ouais, mais d'un certain niveau quand même. C'est genre pas... les concours sont un peu énervés pour rentrer en général. Ouais, clairement. Et du coup, moi, je vois ça, je suis en mode, ah bah tiens, l'ENS, bon, voilà, ok, elle me dit que c'est chaud en français, je vais regarder en mode ce que c'est. Et du coup, je vois quand tu fais des recherches, on te dit, voilà, très bonne école, blablabla. Et moi, je suis en mode, ok, bah go, est-ce que je peux rentrer à l'ENS ? Alors, seulement, pour rentrer à l'ENS, 98% des gens ont fait prépa, et pas n'importe quelle prépa en général. Ouais. Et ils passent des concours, et du coup, c'est ce qui est un peu en haut des concours que tu fais en sortie de prépa. Et du coup, ces concours-là, je pouvais pas les passer parce qu'il fallait avoir fait prépa. Mais il y avait un cycle de recrutement un peu exceptionnel. Enfin, exceptionnel, ils prenaient quelques élèves qui venaient de l'université, qui étaient en deuxième ou en troisième année. Enfin, qui avaient fini leur L2 ou leur L3, quoi. Et il y avait ce concours-là qui était faisable pour les universitaires. Plus un recrutement par dossier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais sachant que le recrutement par dossier, je fais pas trop respect, je crois, là-bas, non ? Ah. Genre, il n'y avait pas l'histoire de... Il y a les normaliens et... Ah, alors oui. Alors ça, c'est encore autre chose après, mais... Ouais. Et ouais, parce qu'en gros, quand tu rentres à l'ENS, soit tu rentres sur concours et t'es ce qu'on appelle normalien élève, et t'as quelques trucs du style, un truc un peu sympa, t'as un salaire pendant toute ta scolarité à l'ENS. Oui, c'est vrai. Ou alors tu rentres sur dossier et t'es normalien étudiant, et ce qui change en gros, c'est que t'as pas de salaire, quoi. Ouais. T'as quelques mini trucs en mode t'as des engagements à signer quand t'as un salaire, mais bon, la démarcation, c'est souvent salaire ou pas de salaire. Ouais, ok. Et mais bon, voilà, donc j'entends parler de ce concours et je suis en mode go. Donc genre on doit être, je sais pas, en décembre. Et les concours. Attends, et toi, du coup, c'était qu'après la L2, hein ? Du coup, je l'ai passé pendant ma L2, le concours. Tu avais le choix entre pendant ta voilà, L2 mais ou ta t'avais L3. pas fini la licence ouais, c'est ça. Genre, de maths, ouais. Quand j'entends ça, je suis en L2 en décembre et genre les concours, les écrits, je sais plus, ça doit être en avril, un truc comme ça. Et du coup, le problème, c'est que le programme du concours est pas mal plus vaste que ce qu'on fait à la fac. Très clairement. Et du coup, à partir de là, je vais peu à la fac. Genre, j'y vais à quelques cours, mais majoritairement, je bosse de mon côté. Je sors quelques gros bouquins de maths et je les ponce et je fais tous les trucs pour essayer d'avancer sur le programme. Et j'ai le prof que j'avais dit avec qui ça avait pas mal accroché. Où au final, je commence à lui en parler et tout. Lui, il est en mode grave chaud, ouais, l'ENS, ça se fait et tout. Et du coup, je faisais des... Il avait lui-même fait l'ENS ou pas ? Il avait raté l'ENS, lui. Il avait raté l'ENS. Je crois qu'il avait raté pas grand-chose.
Mais du coup, il est grave chaud et du coup, je fais pas mal d'annales de concours et souvent, je les corrige avec lui. Donc, j'ai quelqu'un qui me suit un peu. Pareil, on est obligé de passer par le concours universitaire. Enfin, il n'y a pas que des maths, il y a d'autres matières. Moi, j'avais de l'info en l'occurrence. Et genre, j'ai un prof d'informatique, un chercheur que je connaissais pas du tout. J'avais demandé, genre, un qui était en mode, vas-y, go, si tu veux faire ça, tu fais les annales. Moi, je te renvoie des corrigés et tout. Et le mec, je le connaissais pas, il m'a renvoyé tout plein de corrigés de 20 pages de trucs, etc. Super cool. Très cool, ouais, très très cool. Hein. Et voilà, et du coup, j'arrive, je passe les concours, donc t'as des écrits. Tu passes les écrits, t'es admissible, et quelques mois plus tard, tu passes les oraux. Où t'as aussi une épreuve où tu présentes, un peu comme ceux qui ont fait prépa, ils ont un TIPE. Là, c'est pareil, tu présentes un projet, t'as fait un dossier de 15-20 pages, et tu fais un exposé devant quelques chercheurs, enfin 2 chercheurs, quoi. Et t'as des notes, un classement, blabla, et ça passe. Je me souviens d'un truc, c'est que, bon, je pense qu'au fond de toi, tu croyais, mais t'étais pas confiant. Parce que je me souviens quand tu m'avais parlé de l'ENS, parce que, bon, faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que quand t'as fait, bon, déjà en maths au bac, n'en parlons pas de ta note, Ouais. mais ensuite quand t'avais fait la licence, bon, le niveau il était pas comparable entre toi et les autres, qu'on se le dise, tu vois. Ouais, ouais. Et je m'en souviens, t'étais là en mode ouais, mais le LS c'est encore un autre niveau, tu te rends pas compte et tout. Et moi à chaque fois j'étais là, je te disais, mais tout ce que tu veux sur la table ça passe et tout. Voilà, Le truc, encore une fois, c'est juste pour dire que j'avais raison. le truc, c'est que genre, enfin, le truc, j'y connais rien, je commence à en parler aux gens et tout le monde autour est en mode ah non, mais le NS c'est le truc. Si tu veux faire des maths, c'est. Parce que dans toutes les matières, le NS c'est assez réputé, mais dans Oui, certaines oui. matières scientifiques, type maths, physique, info, c'est vraiment le. Ouais, c'est le top du Voilà. top, ouais. Et du coup, on t'en parle, toi tu connais pas et tu sais pas comment te poster, quoi. Tu regardes les trucs, tu regardes les pourcentages de réussite au concours, tu vois flou. Donc Ouais. bon, t'es pas hyper serein de base, puis autant toi, C'est combien, tu te souviens le pourcentage de Alors réussite? moi, le truc universitaire, je sais plus. Je sais que genre, je crois que c'était genre 200 personnes pour toutes les disciplines, et ils en prenaient genre 6 ou 7. Ah oui. Mais pour les concours de prépa, c'est moins d'1%, c'est 1%, je crois, Waouh. qui passe au C'est rare. final. Sachant que c'est C'est très pas rare. tous les élèves de prépa qui passent le truc, parce que faut être intéressé par le NS et il y en a Oui, bien sûr, qui bien sûr. Oui, il y a veulent plein des écoles d'autres d'ingé et qui possibilités, s'intéressent ouais. pas à ce concours, quoi. Mais, ouais, du coup, au final, tu sais pas trop ce que ça donne, puis t'as des gens autour de toi qui sont en mode, qui savent que c'est chaud et qui commencent à te dire, ouais, après, faut avoir un plan B aussi. Enfin, genre, c'est le NS quand même, t'es pas sûr de Ah oui, l'avoir. oui, c'est sûr, c'est Du sûr. coup, tu sais pas trop, et bon, au final ça passe et t'es bien content quand ça passe. Ah ouais, ouais, tu m'étonnes. Ah, je m'en souviens de cette période-là. Ouais, c'était fun. Et du coup, donc là, j'ai fait, jusque-là, j'étais encore à Marseille, et donc les ENS, il y en a plusieurs. Il y a ENS à Paris, à Lyon, une à Cachan et une à Rennes. Ouais. Mais elles font pas toutes les spécialités, non? Si, quasiment. Je crois qu'il y a qu'à Rennes qui a quelques trucs un peu différents, mais À Lyon, il y a de la bio? ouais. Ouais, Ouais. il y a un truc de Je bio à savais Lyon pas qu'il y aussi. avait bio à Lyon. Il y a Ok. 11 disciplines à Lyon, aux autres, je sais pas, mais voilà. Ok, ok. Et oui, donc du coup, ensuite, au préalable, avant de passer les concours, faut dire quel ENS tu veux, quoi. Et du coup, en termes de réputation, en général, celle de Paris est mise un peu au-dessus pour des raisons historiques, parce que c'est la plus ancienne. Ensuite, en général, c'est Lyon, après Cachan, après Rennes. Mais en vrai, c'est. Genre, je sais pas globalement, mais en maths, ça va juste dépendre des profs de telle année. Oui, oui, Si bien t'as un sûr, bon bien sûr. prof à Cachan, ce sera bien mieux que si t'es à Paris cette année-là. De base, l'ENS, de manière générale, c'est... Enfin, après, c'est genre... c'est presque de l'opti, quoi, tu vois. Oui, voilà, C'est c'est. entre deux Bon, ENS, enfin... globalement, c'est ensuite. C'est un peu la même chose. Tu auras des très bons chercheurs qui te feront cours et tu seras dans un milieu plutôt favorable, quoi. Oui, 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 clairement, clairement. Et du coup, moi, j'avais tenté du coup le NS Lyon pour des raisons. Alors, je crois que Paris, je pouvais rentrer que sur dossier, il n'y avait pas de concours. Ah ouais? Ouais, Ok. pour les universitaires, il n'y avait pas de concours. Et moi, Paris, c'était galère pour des raisons d'organisation. Ouais. Parce que c'était la première fois que je partais de chez mes parents. Du coup, j'étais encore chez eux jusque-là. Il y avait tout un truc d'organisation, de vivre tout seul, des auxiliaires de vie, donc des gens qui restent avec moi pour m'aider au quotidien. C'était toute une dynamique. Et puis Paris, mes parents étant à Marseille, c'était plus galère de venir m'aider à Paris que si j'étais à Lyon. Mm. Et du coup, vu qu'en plus le concours était à Lyon, j'ai tenté Lyon. Du coup, je pars pour Lyon. C'était rentrée 2019, je crois. Et du coup, c'est parti pour les maths à l'ENS. Donc là, ça. Donc à l'ENS, quand on rentre pour 4 années. Donc en fait, on rentre normalement en l'équivalent d'une 3e année de licence. Et donc là où tu devrais faire à la fac L3, M1, M2, à l'ENS, tu dois faire 4 ans avant de finir ce cursus-là. Et nous revoici en live. Désolé à tous, nous avons eu Des aléas techniques. des aléas techniques de type
coupure internet into Coupure de caméra. coupure de caméra, qui ont dû être réglées évidemment le plus efficacement possible. Et autant vous dire que enfin bon, bref, c'est compliqué. Donc avant cette coupure, j'en ai profité pour changer le titre du podcast. Je me suis rendu compte que je l'avais pas changé. Voilà, ça c'est les aléas du à domicile. On se professionnalise là. Du à domicile quand je ne joue pas à domicile. Voilà, erreur de professionnalisme, ce n'est pas grave. Donc Mathieu, tu étais en train de nous dire que quand on rentre à l'ENS, j'espère que ça a coupé à ce moment-là, mais dans tous les cas, même si le stream a coupé dans le replay, ça sera bon. Ouais. Donc tu étais en train de nous dire que quand on rentre à l'ENS, on rentre pour 4 ans. Ouais, c'est ça. Et voilà, ça s'était arrêté là. C'est ça. Du coup, on a une année de plus que ce qu'il faudrait faire normalement L3, M1, M2. Et bon, bah ça, en gros, il y a ceux qui choisissent soit de faire L3, M1, M2 plus un an de stage. Et d'ailleurs, attends, parce que tout à l'heure, tu disais que tu pouvais rentrer après une L3. Ouais, mais dans ce cas, tu arrivais quand même en première année à l'ENS. D'accord, donc tu tapais quand même les 4 ans. Ok. Ouais, du coup, soit il y a ceux qui font un an de stage à la fin de leur cursus, soit il y a ceux qui passent l'agrégation. Donc tu fais L3, M1, agrégation M2. Et voilà, donc moi j'ai opté après pour la seconde option. Donc l'agrégation, est-ce que tu peux expliquer un peu à tout le monde ce que c'est? L'agrégation, donc moi j'ai passé l'agrégation externe. C'est un concours pour être professeur. Donc voilà, c'est un concours dans chaque discipline, il y a ça. En général, c'est pour être professeur. Ça va former soit des profs du supérieur, des profs de prépa ou des profs de lycée. Ça va dépendre de ce que veut chacun et ça va aussi dépendre du classement que tu as à l'agrégation en fonction de ce que tu peux avoir aussi. Mais voilà, c'est ce genre de concours. Donc tu passes une année à le préparer et à la fin des écrits, puis des oraux, un classement et il se passe des trucs. Et très bien. Du coup. Et juste, est-ce que tu sais quelle différence ça apporte d'avoir l'agrég plutôt que c'est le CAPES l'autre? Ben il y a des choses, par exemple le CAPES en général, tu vas former des profs de collège ou lycée. Ouais. Et il me semble pas que tu puisses aller au-dessus. Okay. L'agrég, si tu veux enseigner en prépa, t'es obligé d'avoir l'agrég par exemple. Il me semble, t'es quasiment obligé. Si tu veux, en gros les concours, c'est entre guillemets des niveaux de concours et l'agrég est au-dessus du CAPES. Okay. Donc pareil, si t'es prof au lycée, s'il y a un prof d'agrég au lycée, il aura un meilleur salaire, il aura moins d'heures de cours, etc. qu'un prof qui a eu le CAPES en général. Ce genre de choses. Et vas-y, finis, en fait, je poserai la question. Et bah, du coup, j'arrive en L3 à l'ENS. Et du coup, ça change pas mal de ce qu'il y avait avant quand même. T'arrives, tu connais personne. Alors moi en plus, j'avais ce truc de, vu que je venais de l'université, tu sais, t'es en mode, bon ok, c'est tous les tops de prépa, c'est tous des machines. Au début, tu parles à personne, en gros, tu restes dans ton coin. C'est ça, puis pareil, tu sais pas trop où situer, quoi. Tu sais pas trop si en fait tu vas être une grosse merde quand tu vas arriver ou si ça va à peu près aller ou quoi. Et du coup, t'as quelques trucs de flottement au début. Au début, en plus, l'ambiance de promo, ça parle pas trop. T'as quelques petits groupes, mais ça met un peu de temps à se lancer. Ouais, c'est très sérieux, ouais. Puis t'en as peut-être pas mal qui sortent de l'ambiance prépa ou qui étaient un peu en mode un peu plus compétitif, concours, trucs comme ça. Alors que bon, là, il y a plus tout ça. Ouais. Mais par contre, les cours, très intéressants. Bon, il y a des trucs, t'es un peu déçu. Bon, parce que t'as les profs qui sont pas forcément les plus passionnants, mais t'as l'autre truc où c'est en mode c'est génial. Et du coup, ça commence à se faire. Puis la promo, ça commence à un peu plus parler, jusqu'à ce qu'arrive un bel événement qui s'appelle le Covid. Et qui est tombé en première année pour toi. Moi, c'était en première année. Ah, ça, okay. Et donc, tout le monde chez soi. Et alors, par contre, ça a été rapide. Au bout de 2 jours, c'est en mode full téléenseignement. On retrouve l'emploi du temps habituel, mais sur ton ordi. Ah, aussi efficace que la fac. C'est ça. Et paradoxalement, c'est là, perso, que j'ai commencé à parler pas mal avec certaines personnes avec qui, du coup, j'ai gardé des affinités par la suite. Mais c'est à distance où, tu commences à... t'as moins de motifs, donc tu bosses un peu en groupe. Puis il y a des gens, pendant les télés, au lieu d'être à côté, t'es sur Discord et ça blablate. Ouais. Et il y a pas mal de personnes, j'ai en tête, mais c'est là que j'ai commencé à parler à du monde. Et je crois que c'est un peu pareil pour pas mal de... C'est là que ça va commencer à plus s'échanger derrière un écran, quoi. Donc finalement, au deuxième semestre en plus. Deuxième semestre, ouais. Ok. Premier semestre, c'était plutôt... Ouais, en tout cas, pour moi, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont vécu comme ça, c'est bon, t'es un peu dans ton coin, tu parles un peu avec quelques personnes, mais ça reste
Il y en a quelques-uns, ceux qui étaient pas mal dans la vie associative, eux, ça a fait un peu des groupes, ceux qui étaient pas mal là-dedans. Oui, bien sûr, Mais pour pas mal d'autres, c'était un peu, bon, tu parles à quelques personnes. C'est comme, ouais. Voilà. Ok. Et Donc ça, c'est là, l'équivalent d'une EL3. Ouais. Ça s'appelle comment d'ailleurs? Une L3. Le ENS, elle donne des diplômes universitaires comme la fac. Mais en fait, les ENS sont obligatoirement rattachés à une fac pour te donner le diplôme licence, master, doctorat. Donc c'est comme s'il y avait un parcours à la fac qui est licence de l'ENS que tu peux faire que si t'es à l'ENS. Ok. Et ça existe pas, ça existe vraiment pas la L1 là-bas. Tu peux pas arriver en post-bac. Non, c'est que à partir de l'L3. Ouais, c'est quand même le mélange, quand on y réfléchit, un peu bizarre entre la fac et l'école d'ingé. Ouais, ça suit le truc école d'ingé parce que tu fais prépa, donc t'as fait 2 ans, donc c'est la suite naturelle. Mais dans ce que tu fais par la suite, tu vas faire... ça va plus ressembler, ça va plus rien à voir avec ce que tu fais en école d'ingé. Oui, sauf c'est plutôt de la recherche académique. Ouais, voilà, sauf un peu polytechnique pour ceux qui suivent certains parcours, mais sinon c'est vraiment... tu fais que des maths, comme ceux qui sont à la fac en maths. Ok. Donc voilà, et du coup ça se fait la L3. On a un stage en fin de L3, stage d'initiation à la recherche, donc que tu fais avec un chercheur. Voilà, quelques semaines à la fin, donc c'était à distance nous. Donc c'est d'un côté, bon, c'est dommage parce que t'as moins d'interaction, mais c'est quand même cool. Ok. Tu vois des nouveaux trucs. Et après arrive le M1. M1 pareil, on commence pas confiné, très vite on se refait confiner, et vers la fin ça déconfine, je crois. Ah ouais, alors je me souviens. Moi j'avoue que à part le premier confinement, Attends, je les ai pas M1 subis t'étais en les test, autres. toi. Moi quand j'étais en truc, t'étais... Ouais. Et du coup, je pouvais aller au travail. Du coup, Je crois que c'était la période où c'était pas forcément des confinements, mais c'était couvre-feu et les étudiants avaient pas le droit de venir sur place. Du coup, pour les étudiants, c'était bon, ça revenait un peu au même. Le M1, tu l'as fait à distance aussi? En partie, ouais, pas le début, pas la fin, mais le gros milieu, c'est ça. Ok. Alors attends, parce que j'espère qu'on perd pas la co, parce que il y a peut-être. Again, le retour. Non, c'est bon. On est bon. Et ouais, et en M1, tu commences à te spécialiser. Donc jusque-là, tout le monde suit les mêmes cours. Et second semestre de M1, tu as une liste de cours et tu choisis. Et du coup, tu as quelques grandes branches en maths. Donc tu as ceux qui sont algèbre, analyse, théorie des nombres, géométrie, etc. Et moi, j'avais une branche qui m'attirait plus que les autres depuis quelques temps. J'étais un peu analyse et pas mal probabilité. Ok. Et en l'occurrence, j'ai eu un cours donc des cours en L3 en proba, et premier semestre de M1, j'ai eu un cours de proba que j'ai adoré, avec un prof que j'ai beaucoup apprécié aussi, qui d'ailleurs est aujourd'hui mon directeur de thèse. Du coup. Mais voilà, ce cours m'a vraiment fait en mode, ah oui, ça je kiffe. Ok, donc, alors, bon là on va rentrer dans les explications peut-être un peu complexes, mais le truc c'est que, bon, pour que ce soit clair pour tout le monde, quand on dit géométrie et proba, mais qu'on est à l'ENS, bah, bon, je vais faire l'exemple le plus simple. La géométrie, ils sont pas là à dessiner des carrés sur la feuille et à calculer s'il y a des angles droits aux 4 coins du carré. Non, pas exactement. Bon, c'est l'idée, mais c'est un peu plus... Oui, voilà, c'est beaucoup plus poussé. Donc en fait, les probas, quand tu dis que tu es accroché aux probas, c'est pas le côté Jean-Michel lance un dé, Ilias il passe. Alors, bon, t'as des trucs intéressants à partir de ça, mais c'est plus... Oui. Mais voilà, c'est en général des modèles, c'est plus... genre tu fais une infinité de lancers, qu'est-ce qui se passe quand tu fais la moyenne des valeurs, des trucs. Je vois. T'as différents trucs de proba. Par exemple, il faut savoir que tu fais des maths. Tout le monde a fait des maths au collège et au lycée pour la plupart. Ouais. Quand t'arrives en licence, on nous fait un petit speech en mode là c'est le post-bac, c'est différent ce que vous allez faire. Ouais. Et il y a vraiment une grosse différence, c'est que d'un coup t'as un formalisme qui apparaît. Tu fais vraiment tu commences à faire des démonstrations, ce que j'ai très peu souvenir de faire au lycée. Tu résolvais des exercices, etc. Mais là, tu démontres des résultats vraiment. Et bien, alors, en l'occurrence, au lycée, je crois qu'en terminale, je crois qu'il y avait des démonstrations. J'ai souvenir de début de démonstration, des trucs par récurrence qu'on t'apprend ou des choses comme ça. Je sais plus, mais je m'en souviens que, en tout cas, tu sais, au bac, il y avait un exercice où c'était une démonstration. Ok. Pas ça? Non, ça me dit rien, ça. Et bon, après, ça devait être des trucs vraiment basiques, tu vois. Mais oui, il y avait des démonstrations. Et en fait, il y avait un truc qui m'échappait, moi je m'en souviens, c'est qu'au lycée, on nous l'apprenait. On nous disait, bah ça, c'est la démonstration, apprenez-la par cœur. Oui. Et pas, c'est la démonstration, on va regarder pourquoi c'est logique. Ouais,
Alors oui, apprendre une démonstration par cœur, ça n'a pas trop d'intérêt, c'est comprendre qu'est-ce qui fait dans la démonstration qu'il se passe une chose à un moment qui est que juste à partir d'enchaîner de dire des trucs vrais, t'as fait quelque chose d'intéressant qui fait que en fait, t'as montré un résultat en plus. Et ouais, juste, je trouve le concept de comment ça nous est appris au lycée un peu dommage. Parce que, mais à mon avis, ils savent qu'il y en a. Enfin, déjà pour beaucoup, les maths, il y en a plein qui s'en battent les couilles parce que ça commence à être un peu, on va dire. Au lycée, c'est le moment où tu te rends compte que t'as pas besoin des dérivés pour aller acheter ton pain. Ouais, bah c'est sûr que si tes domaines d'intérêt et ce que tu as envie de faire après le bac n'ont rien à voir avec les maths. Voilà. Et il y a des gens qui sont à l'aise avec les choses un peu abstraites et d'autres pas du tout. Il y a des profs qui les présentent de certaines façons et d'autres non. Oui, bien Mais sûr. du coup, il y a des gens qui, c'est là où on commence à. Bon, en général, dès que tu dis à quelqu'un je fais des maths, il commence tout de suite à être en mode oula, moi les maths, oula, au lycée, attention. Mais alors juste petit aparté encore une fois, c'est que justement, du coup moi quand je donne les cours à la fac en TP, Ouais. genre vraiment pour des trucs que même moi qui suis pas un matheux, je considère même pas que c'est des maths tellement c'est élémentaire, tu vois. Et genre un produit en croix, tu vois. Ouais. Et vraiment ça effraie tout le monde. Genre quand tu leur dis bah là on va calculer par exemple la concentration de telle solution, tu vois. Eux, ils vont être en mode oh, ah ouais, mais ça, c'est des maths, monsieur, c'est trop dur et tout. Mais en fait, bon, les maths, petit 1, c'est partout. Et deuxièmement, j'ai l'impression, comme tu disais, c'est un truc qui effraie. Ouais, bah il y a beaucoup de gens rien, qui ont, je vais pas dire un trauma, mais non, mais quand tu leur en parles, c'est vraiment, t'as l'impression que tu leur dis que tu fais des maths, du coup, ça veut dire que tu vas les interroger sur un truc ou quoi, et que c'est en mode, oula, moi les maths, je veux dire, quelqu'un me dit. Enfin, toi, tu vas avoir quelqu'un, tu fais de la biologie, personne va dire oula, moi la biologie, j'étais pas très bon à l'école, c'était compliqué et tout. Oui, exactement. Il y a un truc en maths. Personne, ouais. Puis après, la biologie. Après, il y a un truc en maths aussi où c'est souvent typique avec ce qui suit en prépa, mais c'est un peu la matière, tu vois, un peu différente des autres. C'est la matière sur laquelle il y a de la sélection. Si t'es bon, bah tu vas faire des sciences, donc des maths. Donc peut-être qu'on rabâche pas mal aux gens quand t'es en truc, faut être bon en maths, quoi. Et d'ailleurs, il y a un truc que je trouve totalement injuste, c'est que quand tu prends spé maths au lycée, c'est coef 9, et que spé physique et spé SVT, c'est coef 8. Ouais, les maths sont un tout petit peu au-dessus dans les coef. Ouais. Enfin bref. Ok, donc tu fais ton premier cours de proba, tu tombes amoureux des probas. C'est ça, bah. Tu tombes amoureux le prof qui présente super bien, très bon prof qui présente un très bon cours. Donc tout de suite, ça fait flasher. Tu kiffes, ouais. Et du coup, ben moi, je me dis bon, ok, je veux faire des probas, je continue dans cette direction. Donc j'ai encore un stage en fin de M1 que je fais avec un chercheur en proba. Du coup, le premier stage c'était un peu proba et analyse. Donc bon, c'est sans doute des gros mots que les gens. Voilà, en gros, analyse, c'est des équations différentielles, équations dérivées partielles, ce genre de choses. Et bon, moi finalement au début j'étais un peu entre les deux et je suis plus parti côté proba. Et ensuite arrive l'année de l'agrégation. Donc qui est une année qu'on te présente comme l'année qui va pas être hyper sympa. Juste l'année de blanc, que ce soit l'agrég ou le stage, tu l'apprends forcément entre le M1 et le M2 ? Non, ceux qui font le stage, ils le font après le M2. Ah, c'est après le M2 le stage ? Ouais, du coup, t'as une petite scission de la promo à ce moment-là. Ah, parce que je connais quelqu'un qui a l'ENS en bio et lui, il a fait entre le M1 et le M2 aussi son stage. Bah après, ça dépend et je pense que c'est un peu modulable aussi. Mais en général, les gens le font après le M2, c'est plus en mode t'as fait ton M2, tu sais pas forcément dans quoi tu veux faire ta thèse, dans quelle spécialité, donc t'en profites pour faire des stages qui te font découvrir des choses. Et en réalité, il y a beaucoup de gens qui prennent le stage. Nous, ça a été, alors en gros, c'est des petites promos à l'ENS en maths. Nous, on était 27, il me semble, la promo de maths en L3. Et on a été, ça fait à peu près moitié-moitié, agrég et stage. Ok. Donc voilà. Et en fait, le truc, c'est que l'agrégation, t'as déjà ceux qui. Donc, l'ENS, en général, à la fin, ça va être soit des chercheurs, soit des enseignants. Ouais. Donc, ceux qui savent qu'ils veulent être enseignants, bon, prennent l'agrég, il n'y a pas de question. Et ensuite, tu as une partie qui est un peu entre les deux. Moi, par exemple, je préfère clairement la recherche et enseignement. Ouais. Mais j'ai quand même voulu faire l'agrég parce que, déjà, je sais pas comment dire, un an de stage, c'est moins valorisé qu'une année d'agrég où tu as quand même eu quelque chose à la fin. Ouais. Et puis j'avais aussi, il y a un double aspect, il y a des fois on te dit bon, pour la sécurité, quand tu passes l'agrég, tu as un emploi garanti. Et tu as un truc, donc si jamais, mais tu as aussi un truc de l'agrég, c'est la dernière année où tu vas être pas à fond, tu vas pas être spécialisé dans l'agrég, tu dois faire de toutes les maths. Et du coup, tu revois un peu tout ce qui se fait en maths. Enfin, ça fait une dernière, tu poses des bonnes bases d'ensemble et tout avant de te mettre à fond dans ce que tu vas faire. Domaine, ouais. Et moi, c'était ce côté-là où j'avais envie de
Enfin, t'as quelques domaines où tu sens que t'avais des trucs, t'es en mode bon, je repasse un coup partout, après ça sera mieux. Et voilà. Après, je me souviens aussi qu'il y a des domaines où vraiment t'étais pas heureux, quoi. Bah, Enfin, oui, j'exagère, oui, mais bah, il y a des domaines forcément qui t'intéressent moins que d'autres. je me souviens quand on parlait de certains de tes examens et que t'étais en mode oula, ça. Ouais, bah t'as des disciplines, donc typiquement moi, la géométrie, ça a jamais été, enfin en tout cas, ce qu'on dit géométrie différentielle, calcul différentiel, ça a jamais été mon fort. Puis l'algèbre, il y a un côté de l'algèbre, enfin j'aime bien, mais certains trucs où je suis, voilà. Mais bon, par contre, si tu passes la grecque, ben faut être touche à tout, Ouais, bien sûr. donc faire ça. Et c'est une année où tu dois beaucoup bosser globalement. Voilà, ce que j'allais dire. Bon, j'avais la réponse, mais tu vois, te poser la question de, en réalité, qu'est-ce qui était le plus dur entre les années de master et la grecque? C'est quand même la grecque. Les années, La grecque, ouais. dans les deux cas, tu bosses un peu comme tu veux. J'ai des potes qui n'ont pas bossé tant que ça en agrég et qui s'en sont très bien sortis. Mais disons que, ben, par exemple, une semaine sur deux, on avait un écrit blanc. Donc les écrits blancs à la grecque, ça dure, les écrits à la grecque, ça dure 6 heures. Et moi, j'ai un tiers-temps, et du coup, ça fait 8 heures. Et donc, une semaine sur deux, c'était 8 heures d'épreuve, la semaine d'après, correction, etc. Donc, il y avait pas mal de ça. Et c'est surtout, en fait, ce qui prend beaucoup de temps, c'est que pour les oraux, tu as ce qu'on appelle des leçons. Ok. Et donc, typiquement, tu vas arriver à l'oral d'analyse. On va te tirer, il y a 40 sujets possibles. Tu vas tirer un petit papier avec 2 sujets. Ah oui, ça. Donc tu tires un petit papier avec 2 sujets, t'en choisis un. Là, tu as 1 heure de préparation où en gros, tu dois faire comme si tu devais faire un cours sur le sujet que tu as choisi. Donc tu dois remplir, tu as le droit à 3 feuilles où il faut remplir le maximum de choses en étant cohérent, en étant, tu mets des théorèmes, donc il n'y a pas de démonstration, mais tu fais le plan d'un cours, en gros, un plan vraiment détaillé. Ouais. T'arrives au tableau devant le jury, tu dois présenter un peu, justifier ton plan, la défense de ce que tu as fait, etc. Ensuite, tu dois faire 15 minutes d'une démonstration que tu connais normalement par cœur. Tu dois en proposer 2, le jury en choisit une. Tu dois en proposer 2, c'est vrai pour chacune des 40 leçons. Et tu dois connaître par cœur. Après, il y a certains trucs qui se recoupent. Une des mêmes démonstrations, tu peux la faire dans 3-4 leçons. Mais en gros, tu as quand même, moi je crois, j'avais 45 démonstrations de 1 quart d'heure à connaître par cœur. Plus, et du coup, 80 plans de leçons, donc de 3 pages, avec sur chacun 80, en gros, 80 choses à mettre dans chaque leçon, à connaître. Je connaissais pas tout par cœur, mais je connaissais presque tout bien. Ouais, bien sûr. Et vu que c'est des trucs personnels, c'est pas des trucs que tu chopes à quelqu'un, tu dois les avoir fait avant, et ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et c'est cette période entre les écrits et les oraux où tu dois tout finaliser ça, et là tu bouffes pas mal de. En plus, c'est. Ok, donc c'était le 100e cut. Il y a des petits soucis techniques, ça arrive, les aléas du direct. D'ailleurs, en parlant de direct, le direct n'existe plus. C'est trop Voilà, tard. j'ai pris la décision là de couper le live exceptionnellement. Parce qu'en fait, des petits problèmes de connexion internet, ça arrive malheureusement, c'est pas grave. L'épisode sera bien complet et de bonne qualité en streaming. Et c'est parti, on reprend. Donc Mathieu, tu étais en train de nous expliquer. J'étais quoi? J'étais sur la grecque. C'était sur la grecque, t'expliquais un peu comment se passait le concours, etc. Donc avec la quantité de choses à apprendre et du coup pourquoi c'était un peu bien plus complexe au final Ouais, que c'est le c'est master. un peu l'année noire où bon, faut pas mal travailler quoi. Puis Bidouille. ouais, puis c'est pas le travail forcément hyper intéressant quoi. Genre, tu dois t'inspirer de livres, faire des plans pour des trucs, faire des plans, etc. T'as Ouais. des leçons qui t'intéressent, t'en as d'autres. Faut faire un truc et tu le fais. Mais bon, et Ouais, ensuite les apprendre, c'est un peu du bachotage quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à faire. je vois. J'imagine bien. Mais bon, ça se fait. Tu fais tu fais les écrits, t'es admissible ou pas. Ouais. Puis tu fais les oraux, donc t'as 3 jours d'oraux. Moi, c'était à Strasbourg qu'ils étaient. Donc tu pars en petit séjour. Et en plus, je crois que c'était juste après les vacances d'hiver, non? Alors, il y a eu un drame, ouais, les écrits, ils les ont pas mis au même endroit que d'habitude. Ils les ont mis un peu plus tôt. Et du coup, bon, c'est bien parce que t'as plus de temps pour préparer les oraux après. C'est moins bien parce que quand t'as des vacances de prévues et qu'on t'annonce la date en plein milieu des vacances, et ben les vacances disparaissent. Du coup, Ah ouais, ça pique. Ça du coup pique. la séance ski a disparu cette année-là, mais bon, c'est ainsi. Ah, c'est la vie. C'était qu'une année. Bon, au final, la grecque, ça s'est bien passé. Ça c'est bien fini la grecque. Après, il faut quand même expliquer une chose aussi, que là, on n'a pas discuté. C'est que, donc, la grecque, il y a combien de places tous les ans, un peu? National. Tu veux dire de gens qui sont pris? Ouais. Je crois que quand je suis passé, c'est 330, un truc comme ça. Ah, donc, il y a 300 personnes, on va dire,
Donc tous les ans en France, Ouais. en maths ou tout domaine? Non, 330 en maths qui sont prises. Ça dépend pas mal 330 des domaines, ça. en maths, sachant qu'il y a combien de candidats tous les ans? Bon, c'est beaucoup. Ouais, je sais plus, ça doit être 1500, 2000, je sais pas, un truc Voilà, comme ça. 1500, 2000 à travers la France, bref. Mais qu'il y a combien de places qui sont prises par les gens de l'ENS? Bah, voilà, en général, il y a ce truc un peu. On vise pas vraiment, mais t'as ce truc de. Par exemple, si tu veux enseigner en prépa, on te dit il faut un top 100. Il faut être dans les 100 premiers en général pour enseigner en prépa. Ok. Et plus t'es haut, bah mieux c'est. Et donc t'as un peu ce truc de bon, bah on va faire quel classement? Est-ce que c'est top 100, top 50, truc comme ça. Et du coup, c'est pas. Enfin bon, c'est un truc implicite, mais c'est mieux pour le dossier quand t'es bien classé en Ouais, fonction bien de ce que sûr. tu veux faire, quoi. Et du coup, c'est un peu le truc, bon bah. Il n'y a pas vraiment un objectif, mais t'espères quand même avoir un bon classement quand tu le passes, quoi. Parce que bon, toi, tu savais que t'allais avoir la grègue, mais ce que tu visais, c'était un classement. Voilà, alors je savais que j'allais avoir la grecque, fallait encore l'avoir, mais disons que Oui, mais en général, à l'ENS, t'as quand même un très bon taux de réussite à la grecque. Donc, normalement, tu pars, à part si tu foires le truc. le taux, c'est quoi? C'est 99%. Ouais, c'est ça. Bah, nous, l'année où je suis passé, il y a une personne qui l'a pas eu. L'ENS? Ouais. Ouais. Et voilà. Et sinon, voilà, c'est en général soit tout le monde l'a, soit une personne l'a pas, ce genre de choses. Ouais. Alors que quand on le passe à la fac, en général, c'est un peu plus casse-gueule C'est comme un peu année. plus compliqué, ouais. Et voilà, et du coup, bon, tu vises plus ou moins un certain classement en tête. Enfin, Toi, t'aimerais bien. t'avais fini combien déjà? 5e? J'avais fait 3ème. C'est aberrant. Le score est aberrant. Ouais. Et deuxième, c'était un gars de l'ENS aussi? Parce que premier, Alors, je sais. c'était un gars de l'ENS, mais pas de l'ENS de Lyon. Et le Et premier, le un gars de premier, c'était un l'ENS pote à Lyon. moi qui Ouais, voilà, est à c'est ça. l'ENS de Lyon aussi. Ok. Bon, bah voilà, bonne chance à tous. Visez le top 100 déjà, et puis ensuite, quand vous serez dans le top 100, on en mais reparle. après, c'est comment dire, c'est quand même bizarre parce que c'est quand même censé être un concours d'enseignement. Ouais. Et je vois, donc par exemple, on te dit tu dois faire telle leçon. Voilà, on te donne un nom de leçon, espace de Hilbert, tu dois présenter ça. Et au final, ce qui va faire la diff entre un mec qui va avoir 16 et un mec qui va avoir 20, c'est que le mec qui va avoir 20, il va te mettre des trucs hors programme de la grecque, il va bourriner sur des trucs genre moi, il y a tous les trucs, en gros, quand on te dit par exemple telle leçon, il faut qu'il y ait ça dedans. Ça, c'est vraiment optionnel si vous maîtrisez. Moi, sur quasiment toutes les leçons, je mettais le maximum que je pouvais. Ce qui, si tu veux recruter un enseignant, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais à la fin, c'était vraiment le truc de bourrin, mettre les démos les plus dures, mettre le maximum de choses. En même temps, est-ce que leur but, puisqu'ils doivent faire un classement, c'est pas de discriminer un peu, tu vois? Ouais, mais bon, je veux dire, si demain ils ont besoin de profs pour aller au lycée, le fait d'avoir mis les espaces de Sobolev dans ta leçon, bon, c'est vraiment pour faire le cracos, mais le jury que t'as à la grecque en général, c'est des profs, soit c'est des chercheurs, soit des profs de prépa, soit des trucs. Il y en a, genre, si c'est des profs de prépa depuis X années, tu mets des choses, eux, ils s'en rappellent même plus. C'est vraiment histoire de. Et d'ailleurs, on nous disait que des fois, c'était mal vu de vouloir faire trop le show-off parce que c'était. S'il y a des profs qui sont là, où tu fais des trucs qui captent pas et que c'est un peu hors programme et tout, ça sert à rien de se la péter non plus à mettre des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on te demande, quoi. Oui, bien sûr. Mais bon, tu vois, c'est bon. Du coup, c'était en mettant tu mets le max de choses et tout, donc bon, ça veut pas dire que t'es un bon prof à la fin. Normalement, tu fais des maths, ok, mais bon. Oui, ça veut dire que tu sais bien faire des maths, quoi. Ouais, après, c'est plus un concours sur le. D'ailleurs, t'avais zéro, comment dire, des cours pour t'apprendre à donner cours, par exemple? Non, alors on avait juste cette année-là, on devait pas suivre quelques modules, des modules d'enseignement, où genre on a un truc, c'était un petit cours sur la didactique. Où on nous parlait de choses un peu autour de ça, un truc un peu de discussion sur les liens entre maths et physique, on pouvait suivre, enfin c'était un peu au choix, mais bon, ça restait quand même. Ça, c'est vrai que c'est un peu une aberration quand même quand on y pense. Ah oui, après normalement ça t'es censé l'avoir après le concours. Maintenant dans les faits tu l'as de moins en moins. Et t'as souvent ce truc, t'es prof et t'es en mode ok vas-y, t'es lâché dans le truc. Ouais, ça c'est exactement comme les enseignants-chercheurs, tu vois. Enseignant-chercheur, en fait, tu passes un concours, mais avant tout ce que t'as fait, allez, c'est mieux si t'as fait un peu d'enseignement pendant ta thèse et tout, mais tu vois, même moi, l'enseignement que j'ai donné, j'avais pas spécialement eu de formation ou quoi. Mais bon, et c'est d'autant plus gênant quand on voit des profs au lycée qui ont. Dans le supérieur, c'est un peu différent le format des cours, mais au lycée, moi aujourd'hui, tu me dirais l'année prochaine, vas-y, donne un cours en première, mais je sais même plus tout ce qu'il y a à faire en première, les programmes, j'ai aucune idée de ce qu'il y a maintenant dedans. Alors que pourtant, les 3/4 des gens qui passent la grecque, c'est pour enseigner au lycée l'année d'après. Ah ouais, au lycée carrément? Ouais, Et ils visent pas plus haut? Déjà, il y a 300 places, il y a que le top 100 qui peut prétendre à prépa. Ouais, c'est vrai. Donc, non, la majorité, ça va aller en collège, lycée. Et d'ailleurs, la majorité veulent faire ça, je crois. Et surtout, je m'en souviens, alors,
Pas sûr à 100%, mais je sais pas si tu te souviens, dans notre lycée, il y avait un prof en maths qui avait un handicap Oui, là. oui, je me souviens, oui. Et lui, je pense que c'était un prof agrégé, par exemple. Ouais, ouais, il Et me semble de ce que j'avais entendu, enfin de choses qu'il faisait à côté et tout, ça avait l'air d'être un voilà, tu prof vois. qui avait de la Et je bouteille. trouve que ça se ressentait vachement sur sa façon de donner des cours. Tu sais, pour moi, il avait. Enfin, une fois que je suis allé en études supérieures et tout, je me suis dit, bah lui, ça serait un super bon prof en études Ouais, supérieures, mais au lycée, juste trop, en fait. Juste trop, tu vois. ouais, mais oui, et en plus, il y a ce truc de. Bah, par exemple, je connais des gens qui ont fait la Greg et qui ensuite sont partis au lycée. Et t'as ce truc de, ben, enfin, c'est plus du tout les mêmes maths que tu fais. Enfin, quand tu vois les maths sur lesquelles sont sélectionnés le concours et ce que tu fais après, ça n'a plus rien à voir. Enfin, c'est plus le niveau en maths qui compte. Après, c'est majoritairement de la pédagogie. Ah Puis oui, t'as bien plein sûr, d'autres bien choses sûr, autour bien de sûr. ça. Et du coup, c'est vrai que, enfin, moi, en tout cas, on me dirait, faut faire de l'enseignement en lycée. J'aurais pas l'impression de faire des maths telles que je les aime. Oui, oui, bah oui. Parce que alors bon, ça dépend des gens, mais en gros, t'as ce truc de, bah, je t'ai dit, quand t'arrives en études sup, on te dit, bah là, vous allez voir, les maths, c'est pas la même chose, etc. Et on a aussi eu le droit aussi à un discours un peu similaire quand on arrive à l'ENS, en mode, on vous avait dit ça, maintenant, vous allez voir, on va faire des maths. Et c'est vrai Genre, que, à chaque fois, tu redécouvres les bah, maths. c'est un peu ça. Et moi, aujourd'hui, tu me parles de maths, ce que j'ai en tête, enfin, typiquement, par exemple, en maths, moi, c'est que des démonstrations. Ouais. Enfin, maths sans démonstration, ça n'a pas de sens. Oui, oui, Alors bien que sûr, bien pourtant, sûr. au lycée, c'est plus de De problèmes. l'apprentissage de Ouais. choses que. Il y a par exemple il y a des chercheurs célèbres qui ont eu des prix, la médaille Fields. J'avais déjà entendu faire des comparaisons en disant ce qu'on fait jusqu'au lycée. Pour la musique, c'est comme du solfège. Et Ah ce oui, que tu feras d'accord, après, ce sera de la d'accord. musique. Ouais, ouais, Et là, tu carrément. apprends juste à manipuler les objets, à voilà, les opérations c'est ça, les symboles c'est ça, les raisonnements c'est un peu ça. Ouais, Et make dans un sense. second temps, tu vas t'en servir pour démontrer les choses. Mais du coup, t'as pas cet aspect tu vois, un peu énigme, recherche de solutions et tout au lycée. Au lycée, on te pose une fraction de nombre imaginaire, simplifiez-la. Enfin bon, Ouais, ouais. c'est pas du tout le même point de vue. Ok, ok, ok. Et du coup, après ça, la dernière année, le Année de M2, M2, donc année qui a fini récemment. qui vient de se terminer, ouais, pour toi. Donc où là, on Enfin, choisit. encore même pas vraiment, puisque t'as pas soutenu encore. Ouais, c'est pas totalement validé. Donc là, on choisit vraiment sa spécialité. Donc en gros, soit on va en analyse, soit en algèbre, soit en théorie des nombres. Enfin, c'était algèbre, géométrie, théorie des nombres ou probabilité. Ouais. Donc moi, je suis parti en probabilité. Alors c'était probabilité statistique. Faut savoir que, alors, comment il y a quand même les gens qui connaissent pas ces milieux-là, pour eux c'est à peu près pareil. Quand on est dedans, il y a quand même en tout cas pour ma part, une grosse distinction entre probabilité et statistique. Et typiquement, Ouais. je suis pas vraiment un fan de statistique, alors que je suis un amoureux de proba. Mais c'est des choses assez différentes. Donc voilà, Oui, comment énerver oui, quelqu'un, on dit ah tu fais des stats, bon non, oui. mais du coup c'est ce parcours-là. Mais bon pareil, dedans t'as le choix. Et moi je suivais des cours de proba, pas de stats. Proba, ouais, plutôt, ouais. Et ben voilà, donc t'arrives et t'as fait ces 4 années d'études à l'ENS, et ben ensuite à l'ENS, la grande majorité des gens continuent par une thèse. Et donc maintenant il faut choisir ton sujet de thèse et ton directeur de thèse. Et là j'ai eu Attends, toi, je m'en souviens, le choix, il se fait en cours de M2. voilà, ouais, Enfin, il se fait, il se fait en cours de M2, même pour le stage? ouais, Ok. ouais. Parce que nous, par exemple, en bio, pour... Enfin, alors, ça dépend des masters, mais en tout cas, mon master, le stage de M2, je devais choisir à la fin du M1. Ok, ah non, nous Tu vois, c'est. fallait trouver vachement à Ah l'avance, non, quoi. non, nous c'est en gros, Vous pouvez trouver en cours nous, et... faut qu'en novembre, décembre, on soit à peu près fixé. Moi, tu vois, Ouais, bon, ça moi, c'est va. en janvier que ça s'est fixé, je crois. Ok. Donc, on nous laisse un peu de temps. Pour un début en mars? Du stage avril. Je Avril. commence le stage en avril. Ok. Et du coup, moi, j'avais le chercheur avec qui j'avais fait mon stage de M1. Très bon feeling, ça m'avait vachement plu. Il redonnait un cours au premier semestre de M1. J'y avais été. Bon, je connaissais pas mal de choses parce que c'était en lien avec mon stage, mais bien apprécié et tout. Et donc, j'hésitais entre deux personnes. Cette personne-là, ou le prof dont j'avais parlé, qui avait donné le cours de Prof de M1, proba. le prof qui avait donné mon premier gros cours de proba, que j'avais bien kiffé. Les deux étaient dans des domaines assez différents. Et du coup, début d'année, je t'hésite un peu, donc je prends rendez-vous avec celui que j'ai eu comme prof en M1. Et en gros, je vais le voir en mode, bon, voilà, est-ce que vous pouvez me dire un peu, déjà me présenter un peu plus ce que vous faites, et globalement, donc lui c'était un peu
pour notre promo le référent proba entre guillemets, enfin celui qu'on avait vu le plus en proba. Ouais. Donc tu dis je veux faire une thèse en proba, qu'est-ce que vous me conseillez, à quoi comme domaine, qu'est-ce qui est susceptible de me plaire, ce genre de choses. Et du coup il me fait un peu un tableau des différents domaines et avec un monologue plus long sur sa spécialité. Sa spécialité qui est un truc que j'avais vu de loin mais qui est pas du tout quelque chose que tu vois en cours. Donc c'était relativement inconnu pour moi, je voyais que de très loin. Et donc je le vois avec lui, donc et je j'essaie de voir avec lui si c'est possible ou pas. Au début, alors lui il avait un thésard et un thésard en co-tutelle, et il était en mode bon peut-être, mais faut voir en termes de sujet si c'est assez intéressant, enfin s'il y a des trucs bon. En gros c'était on va discuter, va voir un peu tout le monde, tu discutes un peu et tu vois ce qui se passe. Je vais discuter un peu avec tout le monde. Bon après discussion on ressort que les deux de départ restent les deux qui m'intéressent le plus. Et du fait que l'autre chercheur, lui par contre était déjà en mode, il cherchait vraiment activement des thésards parce qu'il avait en plus une grosse bourse qui faisait qu'il allait prendre pas mal de monde, qu'il avait des sujets en tête et tout, j'étais en mode ok, on part plutôt dans cette direction. Mais ensuite il commence à me présenter les sujets et là c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais plus à des choses dans la veine de ce que j'avais fait dans mon stage et que ça parte d'une certaine direction, et là ça partait plutôt d'une autre direction qui commence à me mettre un peu le doute. Ouais. Et donc là, t'es pas très bien, t'es pas engagé encore, t'as pas dit que voilà, mais t'es quand même bon. Ça fait plusieurs fois que vous voyez, on t'a présenté précisément, on commence à te parler des démarches pour faire le truc. T'es quand même, t'as pas un pied dedans, mais tu commences à y être. Et du coup, là, le doute arrive, il commence à m'envoyer des articles qui ressembleraient aux choses que je devrais voir, et pas 100% convaincu par ce que je vois. T'as la petite voix qui commence à te dire c'est pas trop ma cam. Je sais pas, est-ce que tu pars vraiment dans cette direction? Ouais. D'un côté tu dis ok tu peux changer, mais bon c'est quand même 3 ans dans cette direction, puis tu sais pas trop, bon. Et au final du coup je reprends rendez-vous un peu avec l'autre prof, on rediscute, je revois un peu tout le monde, je fais le bilan, et au final je change direction, et du coup je pars avec celui qui a été mon prof en M1, qui du coup lui est chercheur à l'ENS, donc ça implique de faire ma thèse à l'ENS et d'y rester 3 ans de plus. Mais bon, après, oui, c'était pas un problème. Après, je me disais changer de labo, ça pouvait être cool. Donc l'autre était chercheur à l'université de Lyon. Ouais. Ça peut être cool parce que du coup, tu vois d'autres personnes, les chercheurs de l'ENS, je les ai un peu tous vus. Oui. Mais bon, c'est pas le critère numéro 1 qui va faire que je vais choisir. Ouais, franchement, il vaut mieux que le sujet te plaise. C'est ça. Et l'avantage, par contre, que j'ai eu, c'est que les deux personnes, c'est deux personnes que je connaissais, où je savais qu'il y aurait un bon feeling avec les deux. Où on me disait bon. Si tu choisis un directeur de thèse sans avoir pu faire de stage ou quoi avant, compliqué. Bon, c'est arrivé qu'il y ait des mauvaises surprises, quoi. Et du coup, là, dès septembre, début de la thèse. J'attaque la thèse, donc. Et donc, ça me fait penser que, donc, pour ceux qui débarquent sur ce podcast, n'hésitez pas à aller écouter au moins les 3-4 premiers épisodes où c'était avec des thésards de biologie, dont je fais moi-même partie, et donc on explique un peu plus à quoi ressemble une thèse en biologie. C'est-à-dire que, nos journées, globalement, c'est faire des expériences comme on se l'imagine. Plus ou moins, c'est-à-dire qu'en tout cas, on est dans un laboratoire, on est censé porter une blouse, et on fait des trucs avec de la verrerie, donc des tubes en verre, et des trucs de couleur parfois, enfin bref. Vraiment, ce qu'on peut voir de manière très exagérée dans les films, finalement. Par contre, c'est vrai qu'une thèse, donc une thèse de recherche en mathématiques, ça paraît un peu plus flou. Ouais, parce déjà, qu'on n'imagine pas un déjà mathématicien en blouse, quand tu dis à quelqu'un je veux faire de la recherche en maths, souvent c'est il y a un petit moment de comment ça de la recherche en maths. On n'a pas fini les chiffres. Rigole, on m'a déjà dit ça, hein, c'est en mode il y a des nouveaux nombres à trouver ou des trucs. Mais parce que pour il y a les décimales de pi. Mais pour beaucoup quand les maths se sont arrêtés à un niveau collège, on dit faire de la recherche. Enfin, c'est pas de la médecine, c'est pas de la physique. Enfin, voilà, les gens ont beaucoup de mal à voir qu'est-ce que ça peut être de la recherche en maths. Surtout que après, en fonction des branches, t'as des branches qui sont côté maths appliquées ou maths pure, maths fondamentales. Moi, je suis carrément plus du côté des maths fondamentales. Donc, c'est vraiment des choses déjà qui à expliquer à quelqu'un qui fait pas, même à quelqu'un qui fait des maths, c'est pas simple à expliquer s'il est dans un autre domaine. Quelqu'un qui fait pas des maths, c'est compliqué de lui faire saisir l'essence des choses. Et du coup, en plus, quand tu es sur des domaines vraiment fondamentaux où les gens ont souvent cette question, mais à quoi ça sert? Et en l'occurrence, en application directe, à rien, clairement. Je sais que moi, mon domaine, ça peut servir à des choses de quantification, de tentatives d'unification des modèles de physique pour intégrer sur des...
Mais c'est vraiment, c'est pour la physique fondamentale, peut-être que c'est un lien, tu vois. Mais donc on n'est clairement pas dans l'application de faire décoller quoi que ce soit. Déjà, tu vois, même la recherche fondamentale en biologie, c'est déjà un truc qui est assez abstrait. Enfin, moi, je sais très bien que quand j'explique mon sujet, tu sais, les gens, ils me disent ah, mais en fait, ça va servir à de la médecine et tout. Non, non, pas du tout. Ça va servir à rien de tout ça. Ça servira jamais. Mais c'est palpable, puisque c'est de la biologie. Ouais, Enfin, tu vois. oui, c'est des Alors, mots du langage. Enfin, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que la recherche en mathématiques, je comprends que ça soit très, très abstrait pour tout le monde. ouais, mais enfin, même sans aller jusqu'à la recherche, mais ce que je fais, ce que j'ai fait dans mes études, Oui, souvent bien c'est, sûr, bien sûr. enfin, moi par exemple, ça me dérange pas du tout l'abstraction, mais moi je parle d'espace, d'objets, de liens de transformation, de choses, mais c'est extrêmement abstrait. C'est Ouais, ça, et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal avec ça, d'être en mode, ils ont besoin de voir quelque chose, de. Après, ça doit dépendre aussi des profils, bien sûr, bien sûr. des façons de penser, mais moi, ça ne me dérange pas du tout de travailler de l'abstrait, et ça m'amuse plus d'ailleurs que quand il y a quelque chose de concret. Enfin, quand tu es en abstrait, tu n'as vraiment, entre guillemets, aucune règle, mais c'est quand tu travailles sur quelque chose d'appliqué concret, tu dois te plier à ce qui est concret. Là, c'est Ouais, vraiment, tu peux te poser toutes les questions et on verra ce qui se passe, quoi. je vois, je vois. Alors, du coup, ça me fait, enfin, pour rentrer un peu plus dans les détails de comment se passe une thèse en mathématiques et tout, est-ce que tu peux donner une journée type? Alors du coup, d'une thèse, bon, j'ai pas commencé ma thèse, Oui, mais mais bon, ça ressemble à tes j'ai stages, fait quoi. mon dernier stage du coup qui était le début du travail de thèse, en tout cas de certaines questions que je devais avoir en thèse. Alors bon, je pense que j'étais un peu plus isolé, il y aura plus d'interactions quand je serai en thèse, mais là du coup, c'était tu lis des articles et tu réfléchis, en gros. Et Ouais, donc il y a une grosse période de lecture au début pour s'acclimater avec le domaine, mais je pense ensuite, c'est vraiment tu réfléchis avec des questions, donc il y en a beaucoup. Voilà, j'ai une pote, elle passe ses journées soit à lire quelque chose, soit devant le tableau, à faire des dessins au tableau. Alors des dessins, on s'entend, à écrire des choses, à faire des flèches au tableau entre des choses et à regarder. Et ben voilà, et ça travaille, essayer de démontrer des choses, des questions, etc. Mais c'est un travail purement intellectuel de ouais, c'est très, très mental voilà. Et moi et qui du coup n'écris pas du tout, c'est vraiment juste. parfait. Alors oui, alors je Enfin, pas suis toujours voilà, parfait, mais parce enfin qu'après, il faut écrire les articles voilà, et mais je veux dire en tout cas c'est vraiment juste je fais quelque chose, je regarde dans l'air et je fais défiler des lignes dans ma tête en étant en mode est-ce que cette idée marche, est-ce que cette idée donc marche. là, tu es en train de me dire qu'on paye des gens pour qu'ils regardent en l'air. Alors Non, je rigole, non je non rigole. mais blague à part, j'ai déjà eu cette discussion avec une pote d'avoir un peu l'impression de genre c'est un peu quand même un privilège de dire ok là on me propose je vais être payé et ensuite même pour la recherche pour continuer pour des choses que clairement une poignée de personnes dans le monde comprend, qui Oui, n'a aucune application à court ou à moyen terme. Et c'est quand même une chance de pouvoir passer tes journées à faire des trucs que tu kiffes qui ne servent à rien, entre guillemets, pour l'instant. oui, oui, bah ça, c'est le fondamental après de manière Ouais, ouais, générale, mais tu bon, vois. t'as un peu ce truc, t'es en mode, je, ok, je comprends pas comment ça se fait que ça passe, mais bon, si vous voulez bien me laisser faire ça, je vais pas me plaindre. En fait, j'ai presque l'impression, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais tu sais que c'est l'aspect artistique de la science. Enfin, Genre, c'est pas un truc dont on a besoin, tu vois. Alors, en tout cas dans les oui, médias oui. et tout, comme on disait, tu vois, mais Ben, peut-être que sur du long en tout cas, terme ou... je pense, en termes de financement, il y a quelque chose parce que bon, c'est toujours pareil, ça sert à rien aujourd'hui, plus tard, on n'en sait rien et peut-être Oui, que oui, voilà. oui, bien sûr, bien Mais sûr. en tout cas, quand on le vit au jour J, voilà, ce qui nous intéresse, c'est purement les modèles qu'on étudie, on se pose des questions, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est... Voilà, des questions fondamentales, Hmm. et c'est plus ce côté... il y a pas mal de matheux qui vont plus te comparer ça à un côté artistique de... typiquement, quand on te dit, mais à quoi ça sert ce que tu fais, je veux dire, à quoi ça sert quand tu regardes une peinture, enfin, à quoi ça sert ce que fait les Oui, peintres, oui, c'est bien bon, sûr, bien tu lui sûr, bien demandes sûr. pas, c'est juste... Oui, alors, c'est là, quoi. c'est sûr que bon, La beauté. quand on parle de... Voilà, moi, j'ai aucun problème à parler de beauté en maths, des gens qui font des maths auront normalement pour la plupart seront d'accord avec cette idée et la comprendront. Pour des gens qui sont pas en maths, la beauté en maths, c'est quelque chose de particulier quand on en parle. Oui, de la même manière que... Mais je pense que c'est parce que, tu vois, c'est accepté, comme tu disais. Genre, c'est accepté qu'une peinture, c'est de l'art, machin et tout. Et moi, je sais que devant, je pense, 99, si ce n'est pas 100% des peintures, rien, Ouais, 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 c'est ça, rien, tu vois. c'est... Et pourtant, enfin, si, des fois, ça m'arrive de remettre en question de qu'est-ce que je suis en train de regarder, mais Ouais, genre, c'est accepté dans ma tête que, ouais, voilà, c'est de c'est de l'art. l'art, c'est comme ça, je suis pas censé le comprendre. Donc en fait, peut-être qu'avec le temps, ça viendra aussi pour d'autres disciplines telles que les sciences, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, le problème aussi qu'on a en maths, c'est qu'on a, par exemple, contrairement à la physique,
ou quelqu'un qui va faire une thèse en physique, alors ça va peut-être être un truc aussi perché, fondamental, etc. Mais il a un langage qui fait que il va pouvoir quand même expliquer aux gens et les gens vont pouvoir se raccrocher à quelque chose. En maths, on est parti dans un langage qui est malheureusement extrêmement dur, enfin que tu ne peux pas comprendre si tu ne fais pas de maths à un niveau proche de la personne qui te parle. Et le truc, c'est que bon bah ça fait que tu as beaucoup de mal à accrocher les gens sur moi, alors que je fais des trucs que je considère comme beaux, mais parce qu'il y a des idées derrière qui sont belles, parce que ça produit des espaces, des objets qui sont beaux. Mais déjà, quand on parle aux gens, voilà, d'espace, d'objets, de quoi tu me parles? Et du coup, tu as vraiment cette barrière de l'explication qui fait que bon, tu parles pas vraiment la même langue quand tu veux parler de ça, et ça fait que les gens ont du mal à accéder à ce qu'on considère comme beau, quoi. Tu vois ce que c'est le concours ma thèse en 180 secondes? Ouais. T'as vu, donc ça c'est pluridisciplinaire. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros, ma thèse en 180 secondes, c'est, comme son nom l'indique, il faut parler de sa thèse en 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes. Et comme je viens de le dire, c'est un jury et des spectateurs, des spectateurs qui sont de plusieurs disciplines différentes. Il n'y a pas que les sciences, hein, il y a histoire, littérature, enfin il y a tout ce que vous voulez. Et du coup, il faut vulgariser un max. Et donc moi, j'ai quelques amis à moi qui l'ont tenté et tout. La bio, ça s'y prête assez bien parce que comme tu le disais, voilà. Je pense qu'il y a des mathématiciens aussi qui font ça. J'ai déjà vu, j'ai le souvenir d'un extrait, ça doit être une mathématicienne, mais qui était sur quelque chose elle était, il me semble, sur une thèse de stats. Ok. Et c'était mathématique un peu côté appliqué, et du coup il y avait des accroches concrètes sur la chose. Ouais, s'il y a un peu d'appliqué, ouais. Voilà. Après, peut-être aussi que j'ai juste pas assez de recul sur les choses que je fais pour l'instant et que j'arrive pas à les expliquer de façon comme ça. Et puis alors que quelqu'un qui aura 20 ans de plus dans ce domaine sera en mode mais si, on peut vraiment le voir comme ça et c'est limpide. Mais pour moi, pour l'instant, je trouve aucune manière convenable. Enfin, je veux dire, dès que j'essaie de l'expliquer à quelqu'un, ça finit en mode ok, j'ai rien compris. Et du coup, alors que je fais des efforts pour essayer d'être plus compréhensible. Donc bon, je pense que j'ai encore pas mal de taf à ce niveau-là. Ok. Et juste pour rire, parce que, enfin, moi je sais que c'est une question que je trouve bateau, vraiment, parce que, genre, tout le monde me la pose la question en mode c'est quoi le sujet de ta thèse? Et à chaque fois, je leur dis le sujet que tu veux comprendre ou celui que tu vas pas comprendre, tu vois. Ils me disent celui que je veux pas comprendre, je leur dis le sujet de ma thèse et ils sont en mode waouh, tu vois. Alors que pour moi, c'est pas waouh. En vrai, je comprends, tu vois. Et du coup, est-ce que ta thèse, elle a un sujet et c'est quoi le sujet? Le nom concrètement? Alors, pour l'instant, le nom de thèse, c'est comportement local au voisinage des bords en géométrie brownienne. Ah, j'ai rien compris. Et alors, bon, après, je pense que ça va. Enfin, je sais même pas si ce sera le sujet définitif parce que pas mal des trucs que j'ai fait, c'est pas exactement là-dessus. Oui, ça peut évoluer, bien sûr. Mais l'idée, c'est qu'en gros, les mots-clés importants là, c'est géométrie brownienne. En gros, c'est un domaine des probas qui étudie des sortes de surfaces, des surfaces aléatoires. Ok. Qui sont importantes pour des raisons spécifiques au modèle, etc. Enfin, c'est des objets qui reviennent souvent et du coup on sait qu'ils sont importants. Mais l'idée c'est que c'est des objets aléatoires qu'on construit de façon très compliquée et c'est de dire ensuite tu veux étudier ces objets. Et t'es en mode je les ai construits de façon compliquée, de façon aléatoire, etc. Ensuite va chercher comment tu les étudies. Et en gros ma thèse c'est dans ce domaine qui cherche à étudier un peu les propriétés de ces objets, comment ils se comportent, ce genre de choses. Ok. Bon, voilà, si vous avez compris, félicitations. Attends, c'était pas clair là? Non, en vrai, ça va, tu vois. Mais après, je pourrais pas te dire. En effet, je pourrais pas te dire. Ah oui, je vois clairement, c'est limpide. Oui, après, je prends des raccourcis et je présente qu'un bout quand je fais ça, mais voilà, c'est l'idée qu'il y a derrière, quoi. Bien sûr. Ok, donc ça fait déjà. Écoute, entre tous les cuts, les machins et tout, ça fait déjà. Je peux pas te dire combien de temps exactement ça fait, mais ça fait bien 1 heure qu'on est sur ton parcours. C'était une question un peu longue. C'était une question un peu longue. C'est généralement la question la plus longue pour tout le monde, hein. En même temps, il y a pas mal de choses à dire. Toi, je savais d'avance qu'il y aurait pas mal de choses à dire déjà, parce que globalement, je te connais, puis bon, voilà, je sais que comme c'est un domaine qui te passionne, je savais que tu allais bien discuter dessus. Du coup, petite question dont on a brièvement parlé juste avant. On va pas forcément rentrer dans trop les détails, etc. Mais est-ce que, déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que tu as comme handicap en 2 mots? Et est-ce que ça a impacté tout ton parcours dont tu viens de nous parler? Bon, la réponse est évidemment oui. Alors, mon handicap, on va dire en termes factuels, donc c'est une tétraplégie. Ouais. Donc, ça veut dire je peux pas bouger les membres.
Voilà. Et j'ai quelques problèmes au cou aussi, mais bon, voilà, c'est l'idée. Moi, ça a été donc une maladie qui a commencé en début de collège, j'avais 12 ans. Et ça a évolué petit à petit, donc problème au bras, puis problème aux jambes, puis fauteuil roulant en entrant au lycée, puis on bouge plus les bras au milieu du lycée, etc. Donc ça a évolué petit à petit. Comment ça a impacté mon parcours? Du coup, ça a dépendu. Ça dépend des moments. Il y a eu un moment compliqué. Déjà, c'est le moment où tu peux plus écrire. Ouais, et là, tout de suite, ça coince. Alors, en vrai, je pense de mémoire, le pire c'était lycée, non? Ça a été au lycée, ouais. Parce que c'est là où ça a pas mal voilà. progressé. Ouais, c'est le moment où ça a progressé assez vite. Et du coup, c'est le moment où tu découvres les problèmes, quoi. Où tu es en mode, ok, là, je peux plus du tout écrire. Ouais. Comment on fait? Ouais. Et du coup, quand t'es en cours, t'écris pas. Il y a quelqu'un, donc c'est pas une auxiliaire de vie scolaire que j'avais au lycée, qui était à côté de moi, qui prenait les cours par écrit. Et quand il fallait écrire, typiquement pour le bac, je dictais. Donc tu fais de la dictée à une personne. Voilà. Ouais. Donc pour le bac, voilà comment ça a joué. Après, du coup, une des conséquences de ça, et du coup qui m'a suivi pas mal, qui me suit toujours aujourd'hui en maths, c'est que c'est chiant d'écrire les maths. Alors, ça oui, mais disons que par exemple en maths, tu sais pas quoi faire, tu vas commencer à essayer d'écrire des trucs et tu vois ce qui se passe. Moi, ça, je peux pas faire parce que c'est trop chiant tu demandes à une personne d'écrire, tu demandes de voir la feuille, quoi. C'est ça. Et du coup, tu dois beaucoup, beaucoup fonctionner de tête. Du coup, je pense que ça a fait que je sais pas si je veux dire, je me suis mis à réfléchir différemment, mais forcément, quand j'attaque un problème, sûrement, ça doit être un peu différent de ceux qui le font en écrivant. Et du coup, typiquement, moi, j'ai horreur des calculs. Parce que de tête, les calculs, c'est pas drôle. Alors les calculs, c'est... les calculs dont je parle, c'est pas les calculs, sans doute que c'est pas des multiplications, des choses comme ça, mais c'est t'as tout plein d'intégrales, tu dois les simplifier, des choses comme ça, etc. Et ça, de tête, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus fun. Ouais. C'est compliqué d'enchaîner des lignes de tête comme ça, etc. On dit, en plus, tu les dictes à quelqu'un, intégrale sur E, intégrale sur 0,1 de f de entre parenthèses x, ça devient des trucs à rallonge à dicter, c'est pas hyper agréable. Ouais, mais il faut quelqu'un qui s'y connaisse, quoi. Ça a été un autre problème aussi, du coup. Mais du coup, j'ai ce truc j'ai l'impression, en tout cas quand je travaille avec des gens, c'est ce qu'on m'a souvent dit, quand les choses vont pas marcher, je le vois assez vite. Quand les gens se perdent en calcul, je suis en mode non, ça va pas le faire. Oui, d'accord, ok. Et du coup, je dois gagner un peu de temps là-dessus. Et j'aime bien aussi, du coup, avoir des démos le plus compact possible, mais dans le sens où il n'y a pas besoin de calcul, de trucs à rallonge. Plus d'avoir. Tu rajoutes pas des trucs. D'essayer d'avoir des idées qui font que, juste avec des arguments abstraits, sans avoir à rentrer les mains dans les trucs et tout, quand on arrive à avoir des résultats comme ça m'arrange, et du coup, je vais souvent plus creuser dans ce côté-là en premier plan. Pratique. Pratique, ou des fois, tu es obligé de le faire. Donc, quand tu es obligé de mettre les mains dedans, voilà, c'est dommage. Oui. Mais du coup, des fois, ça te permet d'avoir des idées, tu pousses plus dans une direction là où les gens allaient plus directement essayer de faire les choses et de voir ce qui se passe. Et donc ça, voilà. Après, le problème, c'est que tu perds du temps toujours en dictant. Et puis, c'est bien d'avoir un retour visuel, donc tu dois souvent demander la feuille, donc tu perds pas mal de temps là-dessus. Oui, normal. Et voilà, mais bon. Et aussi, par exemple, quand tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est mieux d'avoir un truc à l'écrit. Quand tu veux juste expliquer à voix haute. Mais parce que là, j'y pense, mais je fais un petit saut dans le temps, mais là, actuellement, pendant ton stage, la plupart du temps, les journées, t'étais seul. Ouais. Enfin, donc en fait, ça veut dire que c'était purement mental. Ouais. T'avais vraiment personne qui te servait de brouillon, quoi. Non, des fois, il y avait des choses quand tu sens que tu commences à avoir quelque chose, soit quand tu bloques et que tu sais que là, il faut faire un calcul, je demandais à quelqu'un, donc souvent un de mes auxiliaires de vie, d'écrire quelques lignes juste pour que j'ai un truc sous les yeux, pour que, voilà. Soit quand je savais que j'avais trouvé un truc, que c'était bon et qu'il fallait le rédiger pour avoir une trace écrite de ce que t'as fait, quoi. Mais là, même, je pouvais passer une semaine sans écrire un mot, juste en réfléchissant à des trucs. On paye vraiment à rien faire. Et c'est vrai que quand on va me regarder de l'extérieur, je suis en mode, ça se passe comment cette semaine? Je cherche. Donc oui, vu de l'extérieur, c'est pas hyper intensif. Ouais. Bon, après, c'est le jeu. Hein, ouais. Ok, donc du coup, premier gros impact, l'écriture. Voilà. Et après, il y a le fait, j'ai dit, donc quand je suis arrivé en L1, j'ai pas pu aller sur place. Donc j'ai dû faire à distance. Et la L2, j'ai commencé à avoir ce problème de quand tu commences à aller de plus en plus loin dans les études, surtout en maths, là où on a dit qu'il y a un langage de démonstration. Alors, est-ce que, peut-être on en avait parlé à l'époque et tout, mais est-ce que quand tout ça a vraiment commencé à s'accélérer au lycée, tu t'es dit, ah merde, il y aura peut-être pas d'études sup? Ou jamais ça t'est passé par la tête? J'ai plus eu une période en mode, je m'en foutais un peu des études, quoi. J'étais en mode, voilà ce que j'ai dit quand je suis arrivé
En L1, c'était bon, à ce moment-là, j'étais pas trop à la tête là-dessus, et c'était en mode t'aimes quoi les maths? Ben bon, ok, je kiffe les maths, je vais faire une fac de maths. Il y avait même pas une question de faire un métier après ou quoi, c'était juste en mode bon, bah là, j'ai envie de faire des maths, je fais des maths. Parce qu'à ce moment-là, c'était même pas encore une passion. Si, enfin, c'était. Non, T'aimais bien. voilà, c'était le truc qui me plaisait le plus. Ça m'intriguait vraiment, mais c'était pas au stade que ça s'est développé dans les années d'après. Oui, voilà, parce que je me souviens, lycée, même peut-être ta première année, genre, tu parlais pas autant de maths, Ah tu non, non, t'intéressais c'est pas sûr. autant aux maths Non, et non, tout. c'est vraiment, je pense, ma deuxième année post-bac, Ouais. où je me suis vraiment mis dedans en discutant avec ce prof, plus en lisant tout plein de livres, etc. Que là, ça a vraiment commencé à partir dans tous les sens. Et après, à l'ENS, bah, du coup, ça s'est renforcé. Enfin, c'est resté dans la même lignée. Mais bon, du coup, le fait que je sois pas allé sur place, et du coup, le fait que il faut trouver des gens pour écrire quand il y a besoin d'écrire, principalement aux examens, et que tout le monde ne peut pas écrire des maths. C'est déjà, tu utilises toutes les lettres grecques, tu as tout plein de symboles, des façons d'écrire, des conventions, etc., qui font que c'est littéralement impossible de dicter un truc à quelqu'un qui n'y connaît rien a priori. Et du coup, faut trouver des gens pour écrire. Alors à l'ENS, déjà j'ai ma mère qui du coup, après petit à petit, vu que j'ai fait des maths, elle m'a vu évoluer, donc elle a appris petit à petit à écrire. Quand je suis arrivé à l'ENS, c'était assez pratique, il y a des doctorants souvent qui écrivaient pour moi, pour mes examens, etc. En confinement, c'est ma mère qui a dû écrire pour moi tous mes examens, etc. Donc c'était pas mal de taf quand même. Et il y a eu des galères pour l'année de l'agrégation, parce que c'est un concours, donc moi j'avais donc ils avaient embauché une prof de lycée qui avait passé la grègue interne. Donc la grègue interne, c'est t'es déjà prof et tu passes la grègue, donc c'est un concours en parallèle. Et du coup, qui écrivait pour moi tous mes écrits blancs, donc avec qui en plus je me suis super bien entendu, donc c'était top. Mais normalement, elle pouvait pas, pour les vrais écrits, elle pouvait pas être là parce que je la connaissais. C'est l'académie qui devait me fournir un secrétaire, blabla. Sauf que typiquement pour les. C'est pareil, c'est vraiment con, mais bon, on va pas rentrer dans les Ouais, détails. voilà, typiquement pour les écrits, on appelle quelques semaines avant les écrits, vous avez un secrétaire, et en gros, on a vite compris que c'était quelqu'un qui n'allait pas du tout écrire comme il fallait les maths. On m'a même pas donné le détail, mais on m'a dit ça. Enfin, les gens de l'ENS qui ont appelé m'ont dit ça va pas le faire. Et en fait, l'académie avait même pas pris ça en compte. Enfin, j'ai déjà eu des échos de personnes qui pouvaient pas écrire, qui étaient en histoire, il me semble, qui passaient à la grecque, il y avait des cartes et tout, et c'était des gens qui n'avaient jamais vu de trucs, qui connaissaient pas du tout les conventions, et ça s'est très mal passé. Donc c'est des situations, je pense, qu'ils voient pas trop souvent, et du coup on leur dit un secrétaire, ils prennent n'importe qui, mais dans les faits ça va pas du tout. Il faut quelqu'un qui comprenne vite, parce que c'est des épreuves de vitesse aussi, il faut aller vite. Ouais, carrément. Et bon, et pour les écrits même, et pour les oraux, c'est encore pire, parce que tu passes enfin j'avais dit t'as 3 pages à remplir sur tes plans, c'est vraiment t'as une place limitée, donc faut écrire petit, vite, au tableau. Normalement, t'as pas le droit d'effacer le tableau, donc faut écrire petit, faut savoir à l'avance, faut faire des colonnes, etc. Donc si t'as pas quelqu'un qui sait ce qui va se passer, c'est un enfer. Et en l'occurrence, moi dans les deux cas, on a réussi à s'arranger pour que ça se passe bien, mais j'ai eu des échos de gens avec qui ça se passait pas mal. Mais bon, c'est des galères de mails envoyés. Mais du coup, au final, je sais plus, c'était quelqu'un qui maîtrisait les maths que t'avais ou pas? Pour les écrits, c'est ma secrétaire que j'ai eu pendant l'année en fait. Ah oui, ça a été validé. Vu qu'ils n'avaient pas de solution, à un moment, on leur a dit les écrits, c'est en 2 semaines. Voilà, et du coup, l'académie a accepté, mais au départ, l'académie avait refusé, même par exemple des trucs tout cons, mais on m'avait dit. Je me souviens de cette histoire. Par exemple, donc, on m'a dit interdiction que les auxiliaires de vie viennent vous donner à boire pendant l'épreuve. Parce que interdiction que d'avoir un contact avec quiconque de l'extérieur pendant l'épreuve. Alors que c'est un auxiliaire de vie qui est embauché, enfin qui était en mode il va pas me faire passer une anti-sèche, et puis j'étais surveillé en plus, j'avais un surveillant juste pour moi. T'étais surveillé, et puis tu vois, à part te faire passer un truc que toi t'as écrit, c'est pas ok. Mais voilà, mais au final, c'est des gens juste qui ils avaient des procédures, ils les respectaient. Et ensuite, dès qu'on a dit on envoie des mails plus haut, etc., et que ça a discuté avec des gens de l'ENS, ensuite les gens sont en mode oui, en fait pas de soucis, c'est juste c'est pas la procédure de base, mais on comprend, ça change rien, et voilà. Mais bon, souvent t'as quand même une petite, ça demande du dialogue, etc. Et quand t'as des gens qui appliquent juste les règles sans trop savoir quoi faire, ça donne des situations un peu chiantes. Ouais, classique shit quoi. Voilà. et après, sinon, comment ça m'a impacté? Là, actuellement, quand il faut écrire des maths, donc là, avant j'écrivais surtout pendant les examens, le reste du temps je faisais de tête. Là, je réfléchis, je fais toujours tout de tête, sauf qu'à un moment, quand tu dois faire des rapports ou que tu dois publier, faut écrire. Et du coup, en maths, alors en plus, on écrit avec un logiciel qui s'appelle LaTeX. Donc, pour pouvoir écrire typiquement les formules, ce genre de choses. Attends, et juste, j'y pense là, pardon. Ouais. Mais est-ce que tu peux pas, parce que tu vois, par rapport à rédiger justement les articles, etc., tu sais, pour être sûr de rien oublier, pourquoi des fois tu t'enregistres pas? C'est chiant à dire à l'oral, parce que dans tous les cas, que quelqu'un écrive ou pas, tu le dis à l'oral, tu vois.
Tu veux dire pour garder une trace écrite? Ouais, juste un aspect comme un brouillon, mais oral. Alors la plupart du temps, je le fais même pas. Je suis en mode bon, je me fais confiance, je m'en souviendrai. Bon, Ouais, on d'accord. verra si jamais ça passe toujours, mais c'est vrai que je pourrais faire ça. Après, je sais pas comment dire, quand c'est pas sur des petits trucs techniques, mais sur l'idée de la démonstration. Ouais. En général, quand t'as un déclic, ok, il fallait faire comme ça. Et ça, en général, tu l'oublies pas. Après, par contre, les petits trucs techniques de ligne à ligne, ça, tu peux l'oublier, mais l'idée, en général, tu la gardes quand même. Ok. Mais ouais, du coup, les articles, maintenant, faut. Ouais, c'est sur LaTeX. C'est ça, en LaTeX. Et du coup, le LaTeX, à écrire, c'est pas du tout du traitement de texte, ça ressemble plus à du code. Ouais. Donc, pour faire les commandes qui t'affichent une intégrale, les commandes qui t'affichent un epsilon, ce genre de choses. Et du coup, typiquement, moi, c'est mes auxiliaires de vie, je leur ai appris à écrire ça. Mais il faut apprendre. C'est pas du tout intuitif. Ouais. Après, je crois que. Parce qu'il y a le LaTeX de base et il y a un truc qui est un. Je sais plus, mais tu vois, c'est comme moi, par exemple, je fais du R, mais j'utilise pas R, j'utilise RStudio qui est une interface simplifiée, tu vois. Il y a un truc un peu simplifié, mais ça change pas grand-chose. C'est moins simple aussi quand tu travailles à plusieurs. Pour la collaboration, c'est mieux que tout le monde soit sur le même truc. Et bon, c'est assez uniforme en maths, tout le monde bosse avec le même truc. Donc toi, c'est vraiment la tech classique. C'est ça. Un truc en ligne s'appelle Overleaf. Voilà. Et du coup, ça, c'est beaucoup d'écriture à faire. En plus, je suis dans un domaine en maths où les articles sont assez longs. Et donc, faut pas mal écrire. Mais du coup, là, ça fait que je perds un peu de temps parce que je dicte et tout. Mais bon, c'est comme ça. Et on fait avec, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est principalement comme ça que ça a changé les choses, je pense. Ok. Donc ouais, vraiment le truc, c'est géré, mais presque le plus chiant, c'est l'écriture. Ouais, le plus chiant, c'est l'écriture, et ce qui a le plus modifié, c'est le fait de beaucoup travailler de tête. Ouais, bien sûr. C'est les deux aspects un peu... Ok. Et du coup, t'as dû bouger à Lyon et tout. Ouais. Niveau, entre guillemets, autonomie et tout, ça aussi, ça a été un peu chiant, non? En fait, du coup, quand j'étais dans le sud, dernières années, donc j'avais des auxiliaires de vie la plupart des jours. Donc, les auxiliaires de vie, c'est des gens, je sais pas si c'est une notion connue, mais enfin, c'est quelqu'un qui... C'est un peu comme aide-soignant, mais c'est quelqu'un qui vient chez toi à domicile et qui t'aide à faire les gestes de la vie quotidienne que tu peux pas faire, et à réaliser ce genre de tâches. Et du coup, j'en avais dans le sud, mais c'est principalement la journée, genre de 9h à 17h, etc. Et là, je suis arrivé à Lyon où c'était du H24 par contre. Où, du coup, et le problème, c'est que tu passes par des agences qui recrutent des auxiliaires et qui les mettent chez toi, qui font le planning, etc. Et là, c'est une galère de tous les jours, de manque de personnel, des gens qui sont malades qu'il faut remplacer, le planning qui convient pas à tout le monde. On pourrait parler de certaines masterclass. Alors oui, c'est en plus tu rencontres tout type de profil. Tu as des auxiliaires avec qui ça fit vachement et ça devient plus des potes que des auxiliaires, et c'est top. T'en as avec qui ça se passe bien mais sans plus, et t'en as avec qui ça passe pas. Et tu rencontres, du coup, tu as des situations improbables, tu rencontres des gens qui... C'est des profils que tu fréquenterais pas de base, des gens vraiment spé, et là je peux partir sur 4 heures d'anecdotes, des situations improbables que ça amène. Et bon, on va pas forcément rentrer dans ce débat-là, mais le nombre de fois où après que tu m'as raconté des trucs, je me suis dit, mais c'est ouf qu'il n'y ait pas des contrôles ou quoi. Enfin, tu vois, le problème, c'est que c'est un métier où il n'y a pas de prérequis pour être auxiliaire. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'études. C'est des métiers à bas revenus, c'est payé au SMIC. Bien sûr. Et du coup, et vu qu'en plus c'est un domaine comme dans tout le milieu de la santé en général, là c'est pas vraiment la santé, mais dans tout le milieu un peu social et santé, c'est en manque, ils sont en manque de personnel. Du coup, ils recrutent vraiment tout ce qui passe, et ça suffit pas. Mais du coup, ils recrutent tout ce qui passe. Et voilà, typiquement, moi, quand j'ai des auxiliaires la journée, que je dois leur apprendre à faire du LaTeX, quand c'est des gens qui galèrent à parler français, quand c'est des gens qui ne savent pas utiliser un ordinateur, des choses comme ça, tout de suite, c'est hyper galère. Mais j'ai quand même la chance de toujours réussir à avoir parmi mes auxiliaires un noyau de gens avec qui ça fitait bien et qui se débrouillaient bien pour ce genre de choses, qui faisait que ça m'a pas trop pénalisé là-dessus. Ouais, carrément. Déjà, en plus, tu vois, comme on disait, tu fais des études qui sont de base compliquées, et là, tu pars avec... Genre, tu pars au niveau -1, quoi, tu vois. Ouais, t'énerves, quoi, on va dire. Ouais, du coup, j'ai des galères que les autres, ils ont pas. Après, bon, ça... on fait avec, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, mais bête de mentalité, hein, bête de mentalité. Ok. Je vais revenir un petit peu sur les maths, parce que les maths. Les maths. Je savais.
Parce que bon, gros parcours de mathématiques, je l'ai évoqué et puis à t'entendre parler, tout le monde l'a compris, que c'était réellement, passion quoi, que Ouais. c'était un amour, profond. Heu, mais est-ce que tu sais pourquoi tu aimes ça? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Ouais. genre, qu'est-ce qui te fait, te dire: «Ah ça c'est incroyable», tu vois? Je... Enfin, moi, je compare souvent ça au... quand t'es petit, enfin, quand t'es petit ou quand t'es grand, mais tu sais qu'on te pose des énigmes. OK, Et quand on te ouais, pose une énigme, tu cherches le truc et tu sais, souvent, t'as besoin un peu, bah, il y a des astuces ou des trucs un peu malins à faire. Et quand t'es ça et que t'as le sentiment d'avoir débloqué le truc avec ce truc un peu malin, t'es content de toi. Et t'as ce truc, putain, j'ai trouvé le truc, tu vois, j'ai été malin. ouais, ouais, je vois. Et moi, quand je fais les trucs, j'ai vraiment le même genre de sentiment en version plus gros parce que bah, l'énigme est beaucoup plus compliquée. Ouais. Mais c'est vraiment ce truc de, ok, voilà, faut produire un truc malin, faut penser à des choses et t'arrives à faire qu'il se passe quelque chose à un moment et que t'as montré quelque chose et ce moment où bah, t'arrives à comprendre quelque chose juste par la pensée Ouais, bien en sûr, bien enchaînant sûr. des arguments mais de la bonne façon. Moi, c'est ça qui me plaît, ce moment où les choses découlent entre guillemets naturellement, mais parce que t'as été malin, t'as vu les choses d'un certain point de vue, t'as introduit tel Et truc. et alors tu vois, du coup, bon, alors là, ça va être un peu, peut-être abstrait, mais dans une énigme ou quelque chose comme ça, t'as un comment dire? Un script de base, Ouais. tu vois? Alors que là, dans les maths, comment tu te dis: «OK, ça va être ça mon énigme». Tu vois ce que je veux dire? Ah, Comment tu arrives à te dire: «Ben, ça, il faut le savoir, enfin ça, il faut le résoudre» entre bah, guillemets? alors ça, bon, moi j'en suis pas au niveau de me dire ça. En l'occurrence, les problématiques sur lesquelles je taffe, bah, c'est mon directeur de test Il est qui est choisi choisi. ou ouais. Mais je pense qu'il y a ce truc de, voilà, tu vois, il y a des, moi je disais, je fais de la géométrie aléatoire. Bah, on se dit, ok, il y a quelle propriété géométrique qu'on peut vouloir étudier. Bah, on peut vouloir étudier comment on mesure la distance entre deux points. Bon, bah, on Ouais. va essayer de mesurer ça. Puis peut-être ça c'est compliqué. On va regarder dans ce cas particulier, qu'est-ce qu'on peut dire de la distance aléatoire, des choses comme ça. OK, OK, Et OK. après, comment on fait? Je pense qu'il y a une part d'expérience, une part d'intuition. Tu vois que tu arrives à voir qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, puis juste avec ce que tu as vu avant qui t'a inspiré des autres maths que tu as fait dans ta vie, tu es en mode ah OK. mais tiens, ça me rappelle ça, est-ce que peut-être qu'il y a un lien ou est-ce que peut-être que là je peux faire la même chose? Et voilà, mais après je pense qu'il y a pas mal de trucs aussi de bah, quand tu as de l'expérience, tu as vu plein de choses, ça te rappelle des choses, etc. OK. En parlant d'énigmes, j'ai eu une idée là, je sais plus là, tout à l'heure. Ouais. Tu t'en souviens, il y avait un moment où, je sais plus pourquoi, c'était avec un pote à toi, tu avais un espèce de projet à Oh l'ENS et vous oui. aviez fait 12 énigmes là, ou je sais Ouais, plus, ouais, quelque chose quelques comme ça. énigmes, ouais. Voilà. Est-ce que tu t'en souviens de une que tu peux dire à l'oral et comme ça je dis aux gens de donner la réponse en commentaire? Ok, Je me souviens plus celle qu'il y a, mais je me souviens qu'il y en avait un petit... je m'en souviens de quelques-unes. Je sais qu'il y en avait plein qui étaient sur feuille. Il y en a quelques-unes sur feuille, mais il y en a une qui n'était pas sur feuille que je peux dire. Ok, vas-y. C'est t'as une balance à plateau, Ah oui, c'est bon. donc tu l'as, donc Ouais. qui compare les poids. Et toi, tu as 8 poids. Tu as 8 poids qui sont tous exactement identiques, sauf un qui est un petit peu plus léger que les autres. Ils ont pile poil la même forme. Voilà, ils Ils sont sont... indistinguables. C'est vraiment, voilà. à part le poids, tu peux pas dire qui est quoi. Ouais. Et voilà. Et tu as juste ta balance à plateau. Et toi, tu veux trouver c'est lequel ce poids qui est un peu plus léger que les autres. Et du coup, bah, tu fais des pesées en comparant un certain lot de poids, etc., etc. Et la question, du coup, c'est comment est-ce qu'on peut... Quel est le nombre minimal de pesées qu'il faut pour trouver le poids plus léger à coup sûr? Ok. Et voilà. Et donc, vous pouvez chercher c'est combien, c'est combien le nombre minimal qu'il faut et la stratégie à adopter. Donc, mettez la réponse en commentaire si vous écoutez ça, ou mettez-le quelque part, envoyez-moi un DM si vous voulez, peu importe. On donnera la réponse à la fin. Donc en fait, vous ferez pause avant la fin. On donnera la réponse, pour ceux que ça intéresse, à la fin du podcast. Il faudra qu'on y pense, je Ouais, compte sur toi. ça va, j'essaierai d'y Et au penser. pire, c'est pas grave, je donnerai la réponse un jour. Donc, juste, on répète, il y a 8 poids identiques en termes de forme, en termes de couleur, etc. Il y en a un qui est un tout petit peu plus léger. Vous avez une balance, c'est-à-dire que avec vos mains, ça suffit pas pour faire la différence. Vous avez une balance. C'est une balance à plateau. C'est une balance à plateau. Oui, oui, c'est pas une balance de cuisine là. Voilà, c'est une balance à plateau. Donc, vous savez là, les trucs où il y a deux plateaux là, un de chaque côté et voilà. Combien de peser au minimum pour trouver quel poids est le plus léger. Voilà. Parce que évidemment, vous pouvez faire 150 pesées, vous allez forcément trouver le bon. Non, non, là, c'est au minimum. Faut Stratégie trouver. gagnante à coup sûr. Voilà, stratégique gagnante à coup sûr. Et oui, c'est pas aussi par chance. Hein. C'est pas Oui, ouais, tu bon, peux bah en là, il me comparer reste une deux chance et sur deux. voilà. Voilà.
Donc, réfléchissez, vous pouvez faire pause, y réfléchir, etc. Mettez la réponse en commentaire. Non, j'allais dire un truc, je vais pas le dire. Et voilà. Donc, ça, c'était la petite aparté La petite énigme. énigme. Voilà. T'es le premier à avoir un Oh jeu, putain, un jeu concours. Le gagnant aura rien. Voilà, bien joué à toi. Ouais, mais pour la prochaine fois, il y aura des lots. C'est quoi? Pour la prochaine fois, il y aura des lots. oui, il y Tu me aura demanderas des des énigmes et t'en foutras à chaque fois un peu partout. ouais, c'est ça. Ok, vas-y, je suis chaud en vrai, hein. À chaque fois, une énigme. Ça pourrait être un L'énigme du concept à jour, rajouter, ouais. Tu sais. Est-ce que vous êtes resté jusqu'à l'énigme C'est et à ça. la réponse? Euh, et, et du coup aussi, en parlant de ça, ça me fait penser. Est-ce que les maths, et donc là, je pense notamment aux échecs, Oui. mais est-ce que les maths ont aidé à aborder des choses différemment et notamment de manière mathématique et par exemple ta façon de jouer aux échecs? Parce que bon, tu joues un petit peu aux échecs Ouais, sans bon, dire. je joue vite fait, j'ai pas un gros niveau, mais j'aime bien. Est-ce que là-dessus, aux échecs, je pense pas. Aux échecs, c'est quand même assez. Bon, il y a les stratégies, je joue les coups, j'ai pas un niveau qui fait que je me projette à 40 coups. Donc je pense que c'est assez. Voilà, j'ai vu des vidéos, je reproduis un peu et j'essaye de réfléchir, mais je pense qu'il y a ce truc. Alors, je me rends pas compte si on l'applique vraiment dans la vie, mais t'as quand même ce que tu veux en maths. T'as quand même une notion de rigueur qui est forte. Ok. Sans doute, c'est là où t'as le plus de rigueur, quoi. T'es vraiment. Faut que le raisonnement soit implacable, inattaquable, et quand t'as démontré quelque chose, si c'est bien démontré, ce sera vrai tout le temps, parce que voilà. Et du coup, je pense qu'il y a quand même cette idée d'avoir des arguments, et quand tu veux démontrer quelque chose, faut qu'il y ait une logique. Et qu'il n'y ait pas de faille là-dedans, et du coup les arguments fallacieux, les raccourcis, les trucs comme ça, c'est quand t'es en maths, tu les vois et ça fait pas très plaisir. Donc je pense que peut-être dans la façon de réfléchir, ou alors quand je veux débattre d'un sujet ou quelque chose, faut que les choses soient carrées et s'enchaînent bien, et que bon, les raccourcis, ça, les détours, c'est vrai, maintenant que tu le dis dans les débats, ouais. c'est un truc que t'as, ouais. Mais voilà, je pense que c'est le moment où j'ai un peu une déformation professionnelle, si on veut dire. Ouais. Mais voilà, sinon je sais pas trop si ça sert, si je m'en sers beaucoup à d'autres moments. Ok, très bien, très bien. J'enchaîne avec question suivante. Et des fois, j'oublie de poser, mais pourtant, elle est intéressante. C'est quoi te rend heureux? Je veux dire, les maths, ça va me saouler, mais. Ouais, ça va te saouler. Non, ouais, il y a. Si, enfin bon, je veux dire, ça va être décevant. T'as le droit mais... de dire les maths. Hein. Ouais, enfin, en premier truc qui me vient à la tête, c'est quand même les maths, dans le sens où c'est le truc qui arrive à me procurer de la satisfaction. Ouais. Où je suis en mode vraiment ce truc de quand t'as galéré sur un truc, que t'as une bonne idée et que tu sens que t'as fait un truc, c'est là où j'ai ce sentiment de satisfaction. Du coup, toi, vraiment, quand tu vas à ton stage et même là, quand tu vas aller à ta thèse et tout, tu vas pas du tout à contre-cœur, quoi. Ah non, vraiment... non. Après, bon, il y a des moments où tu fais des trucs plus chiants que d'autres, et voilà. Oui, bien mais sûr. non, j'y vais en mode. Je veux dire, on me dirait pas que je suis obligé d'y aller. On me dirait occupe ta journée, là t'as rien à faire au lieu de taffer, je vais quand même passer une certaine partie de ma journée à lire des trucs de maths et à faire des trucs. Oui, d'ailleurs c'est déjà le cas pendant tes vacances. Voilà, pendant les vacances, des fois je lis des trucs qui sont pas forcément mon sujet de recherche, juste des trucs qui m'intéressent et je suis en mode tiens, j'ai envie de voir comment ça marche ou quoi. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, il y a beaucoup de ressources pour des mathématiques aussi poussées. Alors, j'imagine que c'est comme en bio, t'as tous les articles qui sont accès, enfin plus ou moins payants, mais. Ouais, mais bon, tu t'en sors pour arriver à les lire, puis t'en as pas mal qui mettent sur Archive. Je sais pas si Archive aussi en bio, c'est pareil. BioArchive, ouais, voilà, donc pareil, il y a pas mal de. La grande majorité des matheux foutent là-dessus avant de publier. Et du coup, t'as quand même accès à un bon panel d'articles. Ce que tu veux trouver en général, tu l'as. Et puis sinon, tu lis, c'est des bouquins. Des bouquins. Il y en a beaucoup en maths. Ouais, après, quand ça. Et bouquins, c'est quoi? En l'occurrence, c'est des recueils d'articles ou Non, c'est vraiment des livres. Genre, il y a un sujet. Voilà, introduction à tel truc, et c'est parti pour 400 pages, qui doit te faire un peu un panorama de ce qu'il faut. Ok. Et c'est principalement là-dessus que, quand tu connais pas un truc, que tu vas t'y intéresser, c'est là-dessus. Ou alors tu bottes sur des notes de cours qu'ont écrit des profs, qui sont grosso modo des versions allégées de bouquins, quoi. Mais voilà, c'est principalement là-dessus que je bosse, moi. Ok. Donc, bon, principalement, ce qui te heureux, les maths. Ouais. Après. Quelque chose qui te passe en tête. Après, j'ai certaines activités plus anecdotiques, ça va pas être les trucs du quotidien, mais. Oui, bien sûr, mais voilà, enfin, les trucs un peu à sensation, entre guillemets. Ouais. C'est des trucs que je kiffe bien. D'ailleurs, on fait du parapente dans une semaine tous les deux. Ouais, tout à fait. Mais ce genre de choses, voilà, je skie tous les hivers, c'est un kiff.
Enfin, Alors là, je pense il va quand même falloir répondre à une question. Ah oui, Je pense que c'est pas forcément intuitif c'est vrai. pour tout le monde que tu puisses skier et faire du parapente. J'allais y venir un peu plus tard, mais du coup, puisqu'on en parle, Ouais. voilà. Donc, ça te permet quand même, enfin, ça te permet. Il y a maintenant des accommodations, je sais pas comment je pourrais Des traduire ça. adaptations, Des ouais. adaptations, ouais, c'est très bien, qui te permettent Bah, de faire. la tête de ta mère, c'est pour ça que je le dis. De faire du sport. Ouais, puis de faire pas mal de choses. Bah, du coup, typiquement, le ski, ça a été le premier truc. Donc, j'ai fait du ski quand j'étais petit. Puis, Ouais. ben, j'ai arrêté, je n'ai pas fait. Et puis, à un moment, bah, c'est à l'hôpital, on me parle d'un truc, voilà, aménagement pour faire du ski. Et donc, je suis en mode bago. Et du coup, je rencontre des gens qui ont des fauteuils adaptés. Donc, l'idée, c'est un fauteuil roulant. À la place des roues, t'as des skis. C'est des grands skis, genre des skis de tremplin. Et t'as un moniteur qui est derrière, qui a ses pieds sur les skis tout au bout. Et ben, et voilà, tu skis, tu glisses. Et faut pas croire que c'est genre, on va faire de la piste verte. Non, 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 non. Ouais, c'est l'avantage, c'est que t'as un moniteur derrière et que du coup, ben, enfin pour eux, c'est comme s'ils skiaient et du coup, ben, t'as un mec d'un gros niveau derrière, donc tu peux passer partout. Tu fais des rouges, des noirs, tu fais des conneries, du saut de boss. Enfin, Snowpark, ouais, c'est ouais. ça. Tu prends en plus vu que on est deux sur les skis, on est plus lourd, donc on va plus vite. Et donc au final, tu te chopes des super sensas. Ouais, ouais. En vrai, c'était très très cool. C'était Ouais. très très cool. Et donc ça, déjà stylé. Et puis, plus récemment, le Et parapente. parapente, ouais, bon, parapente, c'est plus bête et méchant. Enfin, on te fout dans un fauteuil, on accroche et c'est parti, quoi. Ouais, plus simple. Après, Tu as eu aussi l'occasion de faire chute libre ouais, intérieure, là. chute libre indoor. J'ai fait ça pour peut-être faire, peut-être un jour du parachute. Ça, il Ah, y a ça, c'est moyen que ça se fasse. Mais quand tu dis ça, enfin, un autre truc auquel je pense plus encore que les trucs comme ça, il y a la technologie. Et typiquement, un truc qui fait que je suis plutôt content de pas être né 20 ans avant, c'est que ben, moi, je peux contrôler mon ordi tout seul. Attends, mec, tu me voles toutes mes Ah, je questions, suis mais vas-y. désolé, putain, le Ah, vas-y, pré-shot. vas-y. En gros, C'est parfait. j'ai un logiciel sur mon ordi, enfin un truc, une barre qu'il faut brancher à l'ordi, tu la poses devant, et qui fait que ça détecte les mouvements des yeux et que les yeux deviennent la souris. Et du coup, sans bouger, juste en regardant à des endroits de l'écran et en clignant quand tu veux cliquer, tu peux, je suis sur mon ordi, je fais ce que je veux. Quand je bosse, je suis sur mon ordi, je peux surfer, Ouais. aller écouter les articles que je veux, regarder les films, aller dans les Tu peux discussions. même jouer à certains jeux Je peux vidéo. même jouer à certains jeux, pas à tous, mais à ceux Qui se jouent, bien sûr. ceux qui demandent pas non plus d'aller trop vite parce qu'avec les yeux, on va pas non plus Ouais, enfin, partout. même, tu vois, moi, j'y pense et je me dis, donc, pour ceux qui ont la ref, Dofus, Ouais, Dofus, il y a quand même un temps par tour ouais. et t'arrives quand même à bien enchaîner les actions, tu vois. Ouais, mais en vrai, c'est quand même, enfin, c'est vachement fluide. Je pense que je vais quasiment à la même vitesse que certaines personnes qui vont à la souris. Oui, oui, mais je pense que c'est vachement de travail et d'adaptation, tu Ouais, vois. puis bon, Bon, après, maintenant, ça fait quelques c'est temps, ça. mais Puis en vrai, vu que c'est mon principal support sur lequel je peux être autonome, j'utilise beaucoup, que ce oui, soit tu sur mon traînes. temps perso ou pour travailler. Et du coup, à force, Oui, bien ça doit sûr, bien faire sûr. 7 ans que je l'ai eu. Donc bon, 7 ans à passer X heures par jour dessus, à un moment, Ouais, bien t'es un sûr, peu bien affûté, sûr. quoi. Mais ça, c'est vraiment... Enfin, je me dis, il y a une période où j'étais plus du tout autonome et que j'avais pas ça. Et ben en fait, quand t'as rien à faire, que t'es tout seul et que t'as besoin de quelqu'un même pour ouvrir une vidéo, regarder un truc ou quoi, Ouais, chiant, c'est ouais. vraiment... Et du coup, je me dis, bon, c'est pour ça que je suis plutôt content d'être né à une époque où il y a ce genre de choses. Ouais, c'est clair, c'est Ça clair. change pas mal la vie. D'ailleurs, en parlant de technologie, bon, là, t'es dans ton fauteuil manuel. Ouais, T'as mais aussi un fauteuil électrique c'est ça. de qualité. Bah oui, du coup, j'ai un fauteuil pareil dans lequel que je peux conduire avec la lèvre. Et du coup, Alors, ben, exemple, allez voir Intouchable. Je crois que c'est euh, basically la même chose, non? ouais, lui, il contrôle avec le menton, mais c'est vraiment l'idée, quoi. Oui, oui, Voilà. ouais, voilà. Et ouais, du coup, ben, je peux sortir, je peux me balader sans qu'il y ait quelqu'un qui doive me pousser. Et du coup, ben, ça pareil, il y a X années, ben, t'étais juste dans le fauteuil, t'attendais, et si tu voulais sortir, ben, t'étais forcé d'avoir quelqu'un derrière toi qui t'accompagne. Ouais, carrément, ouais. Pratique, pratique, Plutôt pratique. pratique, ouais. Donc, bon, on s'est un peu éloigné de la question initiale, mais au moins, t'as donné Ah oui, des putain, infos, je c'est vrai qu'on pense. était un peu loin là. Non, mais t'as bien fait, t'as bien fait. C'est des questions un peu que le sport et tout Ouais, que ouais. j'ai prévu de poser. Donc, très, très cool. Donc, en fait, bon, globalement, c'est toutes ces petites choses qui font que ça va, la vie est quand même cool. C'est ça. Euh, Question suivante.
qui peut... Oula. Non, en fait, elle est simple, mais juste aborde-la comme à court ou long terme, en fait. C'est la question que je pose, c'est quels sont tes rêves et ou objectifs. Et donc ça, c'est à toi de voir si, tu vois, il y en a qui répondent en mode court terme, il y en a qui répondent en mode très long terme, peu importe, tu vois. Ok. Il y en a qui savent pas trop. Ouais, alors bon, j'ai pas un objectif comme ça qui me vient en tête, un gros truc que j'ai eu. À court terme, c'est La Fields. évidemment, c'est bon bah de faire ma thèse et de kiffer, j'espère. Enfin, j'ai la chance de pouvoir faire un truc où je kiffe vraiment Ouais. et que ça dure le plus longtemps possible, parce que bon, c'est une chance de pouvoir passer tes journées à faire quelque chose que tu kiffes. Sinon, hors du domaine professionnel entre guillemets, j'ai un truc que je suis content d'avoir eu, qui est que bah, maintenant j'arrive à vivre tout seul entre guillemets. En tout cas, bon, il y a des auxiliaires de vie, etc. Mais je suis plus dépendant de mes parents ou quoi. Et puis j'ai de la chance aussi de pouvoir d'être entouré de gens vachement flex qui m'accompagnent quand je veux faire des trucs et du coup je peux faire plein de choses que beaucoup de gens que je connaisse qui sont dans des situations similaires à la mienne sont coincés chez eux à partir de 20 ans et ne sortiront plus et ce genre de choses. Et du coup, à long terme, c'est plutôt, à long terme, court, moyen, long, c'est plutôt de réussir à garder ça, garder cette situation de pouvoir faire un peu ce que j'ai envie sans devoir dépendre des autres, en tout cas surtout de mes parents, de mes proches, Ouais, bien sûr, et bien sûr. pouvoir faire... Ouais, l'autonomie que tu as actuellement pour c'est la ça, garder, quoi. ouais, voilà. Et peut-être même, qui sait, avec justement les technologies qui augmentent, etc., en gagner, tu vois. Ouais, bah ça après, ça on sait jamais. Ensuite, tu retournes à l'hosto, on te dit à ça qui existe, et en mode ouais, ok, bah cool, Ouais. et t'es un peu plus autonome, mais Déjà, c'est cool, tu vois, que tu aies pu trouver de l'épanouissement dans un domaine qui, heureusement, ne demande pas de. Enfin, je veux dire, oui, si tu si étais j'avais été passionné de fan de foot, biologie, bon, ouais, ou voilà, de foot, ouais, ouais, bah oui, ouais, et puis d'ailleurs, bah, c'est le problème du coup que j'ai pas eu, mais enfin, quand des gens deviennent handicapés suite à un accident ou même une maladie, peu importe, mais quand ils ont 30-40 ans, bah voilà, ouais, quand ils sont beaucoup plus les développés. probabilités que tu deviennes tétra, la probabilité que tu fasses un métier qui est compatible avec ton nouvel état de santé est quasi nulle. Putain, alors je connaissais une histoire. Ouais, vas-y, je la raconte Ah, vite fait. Je vais pas donner le nom de la marque et tout parce qu'on s'en. Je connaissais un gars qui travaillait pour une entreprise d'une très grande marque, genre internationale, très très connue, voilà. ouais, Et accident de moto, et il devient paraplégique. Et c'était bon, c'était il y a des années, hein, c'est plus le cas maintenant parce que maintenant tous les, j'imagine, bâtiments d'entreprise et tout doivent être adaptés ou normalement, oui. voilà. Et, et en fait, ils ont dit, bah nous, ça nous coûte moins cher de lui donner son salaire à vie sans qu'il vienne Ouais, travailler, plutôt que de détruire une partie du bâtiment pour réaménager pour lui, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que bah, il a jamais plus travaillé après ça. Il recevait, je crois qu'en plus il était cadre et tout, enfin c'était genre un Ouais. truc à 4 000 € par mois, tu vois. Il recevait tous les avantages de l'entreprise et eux, ils estimaient que ça leur coûtait moins cher que de devoir fermer une partie de l'entreprise pour. Ouais, Enfin, ouais. et Mais c'est ouf, quoi. bah, après, ouais, l'aménagement des locaux, c'est toujours c'est toujours une galère, quoi. C'est quand tu vas à un endroit que, Ouais, on le voit avec les escape games des fois. ouais, ça, en fait, t'entends des escape games, et enfin, même dès que tu te déplaces à un endroit que tu connais pas, c'est toujours, bah, faut demander est-ce qu'il y a des marches ou pas, il y a des ascenseurs, est-ce qu'ils sont assez grands, parce que j'ai un fauteuil qui est Ouais, grand, bien sûr, bien ce genre sûr. de trucs. Et ben, moi, par exemple, ça va là où je suis à l'ENS, c'est vachement grand, il y a 4 ascenseurs pour monter les étages, donc il n'y a jamais de souci. Mais quand j'étais, bah, par exemple, à la fac de Lyon 1, bah, la fac de Lyon 1, dans le bâtiment de maths, il y a juste un seul ascenseur. Et Ouais, bah, une fois que j'y suis allé, il était en panne, ciao, en fait, tu tireras pas à l'étage. Alors ouais, bien que, sûr, bien sûr. et du coup, et encore, là, il y avait un ascenseur, mais bon, le nombre de fois où tu arrives devant un truc, bah, on te dit c'est ok, en fait, t'arrives, il y a 3 marches, et t'es en mode, ah bah, désolé. Ah ouais, ouais, clairement. Mais moi, depuis que, enfin, à chaque fois, enfin, depuis que je te côtoie, mais à chaque fois, je me fais surprendre par un truc, le niveau de logistique à laquelle il faut penser. Ouais, ouais, c'est Moi, ça. quand on part en vacances ensemble ou quoi, tu vois, et que, bah, voilà, toute la logistique, moi, je suis en mode, ah oui, il fallait penser à ça Ouais, bah, aussi. c'est souvent le truc un des trucs qui est les plus chiants, au-delà des trucs très primaires de bon, bah, tu peux pas bouger, ça implique ce genre de choses. C'est ce truc de, ben, tout devient, tous les trucs un peu basiques deviennent plus compliqués. Ouais, Comment de tu veux ouf. partir en vacances, bah, il faut un logement adapté, tu checkes les ascenseurs, tu checkes les trucs, tu regardes comment il est la douche, faut en mettre du matos en plus. C'est tout ce genre de choses,
et ouais, qui font que tu passes du temps toujours à préparer, qui est démesuré par rapport à un truc intuitif en mode bon, vas-y, j'ai envie de partir Airbnb, je prends le premier truc et je me casse, tu vois. Ouais, carrément. Et bon, là-dessus, j'ai de la chance d'être bien entouré et qu'il y a pas mal de gens, surtout ma mère, qui m'aident là-dessus. Mais ouais, c'est des trucs où ça peut vite être prendre une prise de tête et ça prend du temps, quoi. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Bon, je te le dis, hein, t'as le droit de skip les questions que tu veux Vas-y, pas, mets-moi un évidemment, tu truc vois. Mais gênant. non, c'est pas gênant, c'est juste, j'y pense là, tu vois. Mais je me dis, niveau mental, Mhm. euh, est-ce que c'est souvent dur ou est-ce qu'au contraire, toi, t'abordes la vie plutôt sereinement, tu Non, on va pas dire sereinement. vois? Non, non, il y a une période de gros down qui correspond à ma période lycée, Ouais, ça, où je me le souviens, ouais. moment où tu passes les étapes, où bon, tu marches plus, ensuite tu te sers plus de tes bras, ensuite tu as Ouais, du mal à tenir ta tête, et où les étapes s'enchaînent, et bon, là, t'es un peu au fond pendant quelques temps. Bon, t'es bien au fond. Et ensuite, ouais, le temps passe, etc. Tu rencontres des gens, il se passe des choses, tu sors un peu de cet état où t'es vraiment au fond, tu penses à rien et tu t'en fous de tout. Mais bon, ça reste quand même galère. Après, typiquement, des fois qu'on me demande, je dis un peu un truc du style les maths m'ont sauvé la vie. Et je le pense à moitié parce que t'as quand même ce truc de. Enfin, comment dire, le truc le plus lourd au quotidien, c'est quand t'es. Enfin, je sais pas comment dire, les gens qui sont autour de moi, bon bah ils sortent, bon bah ils vont faire de la musique, ils vont faire du sport, ils vont faire ces trucs. ouais, Et je toi, t'es comprends. juste tout seul avec tes pensées et en l'occurrence mon ordi, heureusement que j'ai ça. Mais ce truc de comment tu te stimules à l'intérieur, les trucs comme ça. Et les maths, ça fait vraiment, bah, j'ai trouvé un domaine avec suffisamment grand pour m'occuper pendant 17 vies, Ouais, ouais, dans carrément, lequel carrément, je peux rester tout seul. carrément. Et ce truc de, ben, ça a vraiment fait la diff et je pense que ça m'aide au quotidien là-dedans d'avoir quelque chose dans lequel tu peux Mais travailler, après, tu quoi. vois, ça me fait penser aussi que tu t'es pas laissé abattre pour autant. Genre, comme tu dis, t'as eu une période dure et tout, et bon, même si c'est dur au quotidien, genre, enfin, Ouais, la non, question que je me pose, c'est combien de personnes dans ta situation se seraient dit, vas-y, enfin, je fais pas le NS, tu vois. mais Parce que le NS, typiquement, ça a été, genre, en dehors du fait que le concours soit compliqué, ça a été partir, tu vois. ouais, ouais, mais alors ça rejoint un peu autre chose qui était que, genre, bon, j'ai passé beaucoup de temps donc en hôpital, en centre de rééducation, etc. Ouais. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient mon âge ou qui avaient 20 ans de plus que moi, 30 ans de plus que moi, etc. J'ai entendu plein d'histoires et le nombre de situations de personnes bah, qui sont, on va dire, à 40 ans, enfin, déjà le nombre de personnes de mon âge que j'avais qui étaient en mode, bah, en fait, ils sont au lycée, ils ont arrêté les études, ils sont chez eux et ils sortent plus. Ouais, les déprimes, ouais. Et même sans déprime, juste le lycée c'est devenu galère, bah, on pouvait plus y aller, bon bah on arrête les études. Ah oui, oui, d'accord, ok. Et en mode les perspectives d'avenir, et tu vois, t'entends ça, et t'es en mode vraiment passer les X prochaines années chez moi sans avoir de but, quoi, rien faire. Enfin, genre, cette pensée-là c'était tout ce que je voulais absolument éviter. Ouais. Et de même, les histoires de gens qui à 40 ans vivent chez leurs parents, c'est les parents qui s'en occupent alors qu'ils ont 70 ans, des trucs comme ça existe souvent malheureusement. Et ça, je voulais absolument pas que mes parents soient dans cette situation. Et donc Ouais. j'avais ce truc, même si au quotidien ça peut être dur, t'es en down ou quoi, j'étais en mode, par contre, enfin genre, si t'es en vie, c'est pas pour rester dans ta chambre à mater Netflix pour 30 ans, ni pour que tes parents doivent s'occuper de toi. Donc bon, faut bouger. Et c'est vrai que le NS, ça a un peu été le grand saut de dire bah, je fais un peu tout d'un coup, quoi. J'ai un truc qui me booste, donc bah, faut que je reste là-dedans pour Mhm. regarder un truc qui me booste. Et en plus, bah, je pars de chez mes parents, donc même si je reviens régulièrement et tout, j'ai quand même ce truc de ben, je suis plus chez eux, c'est Ouais. plus eux qui s'en occupent principalement. Ouais, carrément, Et carrément, voilà. ouais, bien sûr. Et ça, c'était vraiment les trucs importants pour moi voilà, peu importe ce qui se passe autour, faut que ça reste dans le cap. Moi, je sais que t'es mon exemple de mental, tu vois. Ouais, après, Genre, j'exagère un peu, mais je sais juste que des fois, tu vois, quand il y a des gens, ou même moi, tu vois, je me dis, enfin, quand il y a des gens qui me racontent des trucs et je suis en mode, mais de quoi tu te plains? Enfin, en fait, bah, tu vois, chaque personne a le droit de se plaindre de ce qu'il veut ou quoi, mais juste, j'ai l'impression qu'on se rend pas compte que des fois, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte, quoi. ouais, Et genre, moi, je me dis, bah, toi, avec ta situation, tu aurais pu give up, tu l'as pas fait, donc, frère, tu vas pas give up parce que ton poisson rouge, il est mort, tu vois. ouais, mais J'exagère, mais. d'un autre côté, je suis genre, ça arrive fréquemment que par exemple, je sais pas, quelqu'un a une galère, un problème de vie ou quoi, qui se sent pas bien, Ouais, et on va me dire, non mais enfin, j'ai pas envie de me plaindre pas de toi de ça ou de quoi, parce que voilà. ouais, non, ça c'est Et débile. voilà, mais il y a ce truc quand même, enfin, comment dire.
Genre, j'ai pas l'impression d'avoir fait plus d'efforts que quelqu'un qui aurait pas eu les problèmes de vie que j'ai eu. Bah ça, c'est très mental, tu vois. Ouais, mais je veux dire, Genre, ouais, mais je veux dire, j'ai c'est pas, ton point de vue, y a pas, trop y a bien. pas eu ce truc où je me suis réveillé un matin à fond et je suis en mode non, vas-y, reprends-toi, fais ça. C'est juste, bah, ça s'est passé comme ça. Et peut-être que, enfin, je veux dire, quand quelqu'un est pas bien, il se sent pas bien, indépendamment du problème qu'il a causé. Après, oui, t'es sûr, quand t'es en mode, quand faut attaquer le problème, t'es en mode, bon, bah, ça, tu peux le faire, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, voilà, bon, on me dit souvent des trucs comme ça et moi je sais pas trop comment réagir parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu plus de force mentale qu'un autre. J'ai juste eu l'impression bah les choses sont passées comme ça, j'ai suivi, j'avais juste quelques caps à garder et au final j'en suis là où je suis et bon bah Ouais, bah en tout cas, trop bien, trop ouais bien. Si tu le vis comme ça veut dire que juste ah, tant mieux, tu vois. ouais Il vaut mais mieux que ça t'ait paru entre guillemets simple. ouais enfin en tout cas j'ai pas eu l'impression, enfin bon les choses se sont faites comme elles se sont faites quoi. J'ai suivi un peu parce que bon je suivais mon moral et mes envies petit à petit et c'est arrivé là. Ouais. Ok. Ok. Donc ça fait déjà, j'en ai aucune idée puisqu'il y a Ouais. eu 12 000 coupures, mais ça fait un peu de temps qu'on parle. Je vais te poser les trois questions de la fin. Ok. Déjà, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu aimerais revenir ou au contraire, dont tu aimerais parler? Donc bon, je sais par exemple qu'il y a plein de choses dont on aurait pu parler. On aurait pu parler de One Piece. On aurait pu parler de manga, Non, des choses comme ça. voilà, je sais, mais bon, je voulais surtout aborder. Enfin, Oui ce qui me oui tient le c'est plus à cœur dans ce truc, c'est l'aspect, on va dire, vie et un peu ouais non ouais, professionnel, je etc. Donc comprends. voilà. Mais en tout cas, si voilà, toi, il y a des sujets que tu as encore envie d'aborder ou sur lesquels tu as envie de revenir, feel free. En fait, moi, j'ai pas de temps particulier, c'est plus aussi pour Ouais, toi. ouais. Alors, attends, est-ce qu'il y a un truc que j'aimerais plus développer? Ça n'a pas bugué, ne vous inquiétez pas. Non, c'est une réflexion intense là. Voyez, là, vous pouvez observer Mathieu faire des mathématiques C'est ça. chaque jour. Non, quand on observe faire des maths, des fois, ça peut aussi être je fixe le vide et des gens me parlent et j'entends pas. Ouais, c'est gênant. Et genre. Mort, allô? Non, mais c'est ça, et puis d'un coup, tu reviens et t'es en mode j'ai rien écouté des 30 dernières secondes. Ah ouais, d'accord. J'étais pas là en fait. Ouais, t'es dans tes pensées, quoi. Ouais, non, Classique. c'est fréquent. Non, j'ai pas de truc spécifique qui me vient en tête comme ça. Ok, bah très bien, très bien. Hein. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ouais. Souvent, on aborde globalement les choses parce que je suis un extrêmement Ah bon bah ça, il présentateur. pense à tout, hein, il pense à tout. C'est pas vrai du tout. Ok. Donc pour finir, les deux petites questions de la fin, est-ce que tu as une découverte culturelle à partager, un truc à recommander? Ça peut être un truc que tu as découvert récemment ou un truc qui t'a marqué à vie, voilà. Culturel, ça comprend à peu près tout ce qui existe, quoi. Enfin, si tu peux me dire que ce qui t'a marqué, c'était le paysage de la Sainte-Baume, vas-y, fais-toi plaisir, tu vois. Alors, en tout cas, il y a un truc qui m'est venu en tête quand t'as dit ça. Ok, vas-y. C'est en gros un bouquin que j'offre à pas mal de monde, qui est un bouquin qui raconte la vie d'un mathématicien, mais c'est un roman, ça passait pas du tout un livre de maths. Hein. C'est juste. Mais c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. Ok. C'est un mathématicien qui s'appelle Kurt Gödel, Ok. un mathématicien du XXe siècle qui était qui était un peu torturé et c'est raconté du point de vue de sa femme. Mais ça s'appelle la déesse des petites victoires. La déesse des petites victoires. Voilà. Ok, Et trop donc bien. ça raconte, ça relate un peu sa vie, donc mathématicien au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui a eu, c'était un des meilleurs amis d'Einstein, etc. Et ça raconte un peu tout son parcours. Donc, Il est dans Oppenheimer. on le voit 5 secondes dans Oppenheimer. Ah, On ok. voit Einstein qui marche et le gars est à côté de lui, ils faisaient des promenades ensemble et t'as juste Einstein qui fait demi-tour en disant c'est Gödel, il va pas bien en ce moment, voilà. Ok. Mais voilà, c'était, puis enfin c'est marrant, c'était un peu un mathématicien iconique quand je commençais, juste parce qu'il a démontré des choses vraiment très 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 bizarres, même pour un mathématicien. Pour moi, un qui était iconique, dont tu m'as beaucoup parlé, c'était l'Indien, là. Ah, Ramanujan. Ouais. Ouais, lui c'est un peu, en fait il y en a quelques-uns des iconiques. Bon, il y a Ramanujan qui en gros c'était un mathématicien un peu autodidacte qui est sorti du trou du cul du monde. Il était en Inde, il envoie des trucs aux mathématiciens du monde entier en mode j'ai fait des trucs de mon côté, vous pouvez me dire ça vaut quelque chose. Et le mec était un pur génie, il avait une intuition de taré. Mais bon, il a fait quand même quelques gros trucs. Il a été en Angleterre, mais il est mort assez jeune. Ce qui est quelque chose d'assez récurrent chez les mathématiciens célèbres. Ça part tôt. Et l'autre, il y en a un
si tu veux raconter genre une belle histoire de maths à quelqu'un qui connaît pas, il y en a un qui est facile, il s'appelle Évariste Galois. C'est le nom du mathématicien, Ouais, ça? Évariste Galois. Ok. Et qui était un mathématicien né en 1811, je crois. Et en gros, c'était... disons que il a eu une vie tellement remplie, sachant qu'il est mort à 20 ans. Il est mort à 20 jeune, ans, ouais. il a été mathématicien de génie qui a laissé son nom à un pan entier des maths qu'on apprend en L3 M1, qui est la théorie de Galois. Et le mec a fait ça, a résumé ses travaux dans une lettre qu'il a envoyée la veille d'un duel à mort à 20 ans à son meilleur pote. Il a fait un duel à mort. Il est mort dans un duel pour une femme à 20 ans, sachant qu'il a eu le temps d'être prof à l'ENS, d'être mis en prison parce que c'était la période, il y avait les royalistes, les révolutionnaires, tout ça. Et du coup, des emmerdes, il était au milieu de jeux politiques. Bref, et le mec, entre 16 ans et 20 ans, a eu plus de condensé dans sa vie que celle de nous tous réunis. Et voilà, et du coup, c'est souvent une belle histoire et il est souvent un peu iconique en mode dès que tu veux citer. Mais tu dis belle histoire, il y a un livre dessus? Ah non, il n'y a pas. Bon, alors, juste là, tu penses. Voilà, il doit y avoir des écrits. Mais bon, en tout cas, quand on parle de mathématicien un peu famous qui a une histoire un peu atypique, lui en général il sort en top 1 quoi. Et du coup le livre sur Gödel, c'est ça? Ouais, Gödel. C'est quoi le titre? La déesse des petites victoires. La déesse des petites victoires. Donc voilà, si vous voulez aller lire, en apprendre un petit peu plus, mais c'est pas un livre de mathématiques. Non, il y a vraiment zéro formule ou quoi, mais c'est plus du point de vue de... ça racontait du point de vue de sa femme qui était pas du tout mathématicienne et qui du coup a ce point de vue de voir des gens... en plus, sa femme était serveuse à la base dans un bar. Et du coup assez loin du monde académique et qui en mode voilà, elle se retrouve à préparer à manger pour Einstein, Oppenheimer et trucs, à les entendre parler de science, et du coup t'as ce point de vue un peu décalé de voir le scientifique torturé et d'être dans un milieu très particulier quoi. Voilà. Belle découverte. Une autre, non? C'est pas obligé, hein, normalement je te demande qu'une, mais jamais t'as un truc qui te passe par la tête, sinon on enchaîne. Non, sinon si... Oh putain, je vais continuer dans les trucs de maths, quel cliché. Non, mais sinon il y a quelques films... quelques films un peu connus sur quelques matheux, qui sont du coup des films sympas, parce qu'on pareil, ça parle pas de maths, mais ça montre... je sais ce que tu veux dire. J'en ai 3 en tête. Il y a Imitation Game. Ok, donc, sur Alan Turing, donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec le très bon... comment ça s'appelle ? Ah oui, qui a un nom à rallonge, mais oui. Bon, Sherlock Holmes. Voilà. Donc sur lui, il y a L'homme qui défie l'infini, qui est un film sur le scientifique que disait Ramanujan. Donc L'homme qui défie l'infini. Et le dernier, mais bon, lui c'est vraiment le plus cliché, mais c'est Will Hunting. Où donc on regarde un pur génie, donc bon, les scènes de maths sont bon, c'est pas vraiment des maths, mais il y a un peu cette vision du scientifique et on voit quelques gens faire des maths. C'est souvent le truc. Bon, les gens en ont souvent entendu parler. Ok, et trop bien. Donc un livre, 3 films. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Franchement, très très stylé. Et je pense que tu le sais, j'aime bien demander un truc positif pour finir les podcasts. Donc ça peut être vraiment ce que tu veux. Il y en a qui me donnent une citation. Il y en a qui disent voilà, dites je t'aime à vos parents. Il y en a qui disent bon, il y a eu un peu de tout. Okay. Donc voilà, un petit truc positif pour conclure là-dessus. Et voilà. Un petit truc positif. Je vais dire je vais dire un truc incroyable parce que c'est un truc que je ne fais pas du tout, mais c'est dans la même idée du je t'aime à vos parents, mais genre montrer aux gens à qui vous tenez que vous tenez à eux parce qu'on pense qu'ils le savent, mais ils le savent pas forcément. Et donc bon, voilà, c'est gênant 2 secondes, mais ça vaut le coup. Ok, et mec, vraiment trop bien ce petit conseil, et qui est étonnamment, je pense, très très vrai. Là, je vais pas en dire plus, je vais laisser les gens réfléchir d'eux-mêmes là-dessus. Écoute, Mathieu, merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps. C'était cool. Désolé pour les petites galères qu'on a pu avoir. C'est ça qui font le charme. Voilà, c'est ça qui font ces épisodes uniques. Les backstage étaient incroyables. Par contre, je pense qu'on a eu une qualité sonore la plus incroyable depuis l'épisode 0. Putain, je suis heureux d'être acteur de cela. On a failli pas avoir d'image, mais... N'hésitez pas. Ouais, on a failli pas avoir d'image, c'est vrai. Mais dis rien, c'est bon.
N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, tous les épisodes sont déjà en ligne, il y en aura d'autres à venir. N'hésitez pas à lâcher un like, un follow, tout ce que vous voulez, ça me soutient énormément. C'était évidemment le Roi Crapaud. Aujourd'hui, j'étais accompagné de Monsieur Mathieu. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. La bise! Ok, donc pour la réponse de l'énigme qu'on n'a pas du tout oublié de mentionner à la fin, donc la plupart des gens répondent 3, donc en faisant 4 poids contre 4, on prend le tas le plus léger, ensuite 2 contre 2 et ensuite 1 contre 1. Mais il existe un moyen de faire en 2 pesées. L'astuce, c'est de faire 3 poids contre 3 poids. Donc soit les 2 plateaux sont en équilibre, donc de même poids, et ça veut dire que c'est parmi les 2 qu'on n'a pas pesé, et dans ce cas on les met face à face et on trouve. Et si jamais il y a un des plateaux qui est plus lourd que l'autre, on prend les 3 qui sont de ce côté-là, et parmi ces 3-là, on en prend 2, on les met face à face. S'ils sont de même poids, ça veut dire que c'est celui qu'on n'a pas pesé qui est plus léger, et s'il y en a un qui est plus léger, c'est gagné. Et du coup, ça finit en 2 pesées.